à côté. Donc déjà, merci à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous, à cet appel si je puis dire. On va parler de sujets bien spécifiques aujourd'hui, donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que ça doit résonner en vous et vous parler. Donc j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler du karma, forcément si vous êtes ici. On va aussi aborder le sujet du dharma, qui est son exact inverse et qui est un petit peu moins, on va dire, répandu. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent du karma que du dharma. Donc peut-être qu'un peu moins d'entre vous ont entendu parler du dharma. Et ce sera l'occasion aussi voilà, de partager avec vous certaines informations. Donc on va commencer par se présenter tout simplement. Voilà. C'est toujours bien de savoir un petit peu à qui on a affaire et à qui on s'adresse. Donc moi je suis Jean-Frédéric, enseignant, thérapeute et canal des énergies des rayons sacrés depuis 2015 maintenant. Et donc je fais pas mal d'accompagnement personnel, de soins sur différentes problématiques, en lien avec le karma bien évidemment aussi. Et aussi beaucoup de formations de thérapeutes à des outils que j'ai reçus en canalisation, entre autres les rayons sacrés, mais avec le temps, ça s'est élargi à beaucoup d'autres choses. Et voilà, et je suis donc aussi auteur, puisque donc voilà, j'écris le livre qu'il y a là-bas. Et j'ai aussi réalisé avec une de mes collaboratrices, Sandrine Vandamme, le petit oracle des archanges, qui est donc une guidance des différents archanges de mémoire, parce que ça fait maintenant 3 ans que j'ai réalisé. Je crois qu'il y a 12 archanges dedans, et il y a 2 cartes par archange, 3 cartes par archange. Et donc c'est de la guidance, aussi du soin, et parfois même des petites techniques, des petits exercices concrets qui permettent aux gens voilà, d'évoluer ou d'être aidés. Et donc je suis ravi aujourd'hui de partager avec vous certaines informations que j'ai pu recevoir soit en canalisation, soit à force d'accompagner les gens, parce que depuis 2015 j'ai dû faire environ, j'ai pas compté, mais plus de 1000 consultations à raison d'environ 3 par jour. Voilà. Surtout en libération karmique. Alors, voilà, c'est bien de te présenter. Donc moi je m'appelle Diwera. On va dire qu'il y a très longtemps, en fait, j'ai toujours été plus ou moins dans les énergies, mais je l'ai refoulé, donc je ne voulais pas y être. Donc à 20 ans, j'ai commencé à tirer les cartes, mais je ne voulais pas, parce que les copines venaient me voir juste pour ça. Donc j'ai dit non, pas question, donc j'ai arrêté. Donc au fur et à mesure du temps, en fait, à chaque fois que les choses m'arrivaient, en fait, je les chassais. Et puis en 2014, en fait, c'était évident. Je ne pouvais plus refouler, je ne pouvais plus reculer en fait. Donc c'est arrivé, donc j'ai commencé à voir comme un éveil, entre guillemets. Et là, toutes les choses ont commencé à arriver, donc voilà, je commençais à entendre des choses beaucoup plus clairement qu'avant. Je commençais à voir les choses, à comprendre les choses, et l'intuition est arrivée. Donc j'ai surtout commencé à me soigner, entre guillemets, parce que voilà, il y avait pas mal de blessures, pas mal de choses. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, tout doucement, j'ai commencé des soins en magnétisme, des choses comme ça. Et puis j'ai fait des tableaux. J'ai commencé par les tableaux, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vous le conseille. Là, c'est une vraie libération de pouvoir dessiner tout ce qu'on va, nos cauchemars, nos peines, nos peurs. Et après, est arrivé le bonheur au fur et à mesure. Donc mes tableaux étaient noirs et blancs au départ. Ils ont commencé après à être très lumineux, plein de paillettes, avec des couleurs très vives. Et j'ai commencé à faire des tableaux d'âme personnalisés, en fait, pour aider les gens à se guérir. Voilà, de cette façon, j'étais chez moi, je pouvais me soigner, et puis je pouvais aider les autres voilà, dans mes moments, parce que je faisais le tableau pour ces personnes-là. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis quand même spécialisée, je pense, dans les blessures de l'âme, puisque voilà, moi-même en étant très atteinte, c'est ce que j'ai eu le plus envie de pouvoir aider les autres avec cet outil-là. Et puis surtout, avec Jean-Frédéric, qui m'a formée pour le nettoyage karmique, qu'aujourd'hui, voilà, je fais tous les jours, je dirais. Donc je fais du nettoyage karmique et principalement sur les blessures de l'âme, on fait ça ensemble. Voilà, je me suis spécialisée sur les abus sexuels. Donc il y a quand même beaucoup de gens, hommes comme femmes, qui ont été abusés, quels que soient les abus. Un petit abus ou un gros abus, en fait, fait le même dégât chez les personnes. Donc voilà, je me suis spécialisée dedans aussi pour pouvoir aider et accompagner au mieux les personnes qui ont été touchées par ça. Et puis, voilà, je crois que maintenant, voilà, je fais principalement du nettoyage karmique, en visio, parce qu'en fait c'est très bien, chacun est dans ses énergies. Une séance pour moi ça peut durer entre 1h30 et 3 heures.
Donc quand vous êtes chez vous, bien tranquille, bah, c'est le bain bien plus sympa en fait. Vous pouvez être allongé, vous allez boire un coup, vous allez aux toilettes. Voilà, en fait c'est libre et ça permet beaucoup plus de facilité, voilà, pour nous tous. Et puis voilà. C'est un bon petit tour d'horizon. Et je fais aussi des guidances, voilà, comme je Bien sûr, avec les cartes. Voilà. Et l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous transmettre certaines compréhensions qu'on a eues par rapport à toutes les libérations karmiques qu'on a réalisées, et entre autres, insister un petit peu, passer le message que la libération karmique, à l'heure actuelle, par rapport aux énergies actuelles, c'est vraiment une étape, selon nous en tout cas, une étape incontournable de votre évolution spirituelle, j'ai envie de dire de notre évolution spirituelle, puisque quand on se libère, on libère aussi le collectif. Par exemple, le karma transgénérationnel, ça a libéré nos lignées aussi, ancêtres comme descendants, donc c'est super important. Et en plus, on est tous reliés par le karma collectif, donc ça impacte aussi du coup l'ensemble de l'humanité. Quand on se libère, qu'on libère nos proches, et ben on libère aussi en partie l'humanité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que certains ont tout à fait compris, et il y en a pour qui ils ont du mal à saisir, ou ils n'ont pas saisi vraiment l'importance du karma à l'heure actuelle, des libérations karmiques. Et ce que je souhaite dire aussi, c'est que depuis 2017, que j'ai eu la chance de canaliser cette technique dont je vous parlerai plus tard dans la conférence, qui est particulière, qui n'est pas, à ma connaissance en tout cas, celle que la plupart des gens utilisent, les énergies collectives sont de plus en plus propices à ces libérations. Les libérations sont de plus en plus faciles, accompagnées, allégées. Quand j'ai commencé en 2017, c'était vraiment très très difficile à chaque séance. C'était ok choral, comme j'ai souvent, comme j'ai l'habitude de le dire. Dès qu'on essayait de libérer quelque chose, il y avait des entités qui arrivaient pour nous attaquer, tout ça. Maintenant, c'est quasiment l'inverse. On veut libérer quelque chose, et on va nous aider à en libérer encore 3 fois plus. On est vraiment porté, poussé par les énergies actuelles. Donc le plan divin va vraiment dans le sens de cette libération collective. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner le mouvement, de faire partie de ce mouvement, soit en aidant à la libération des autres, soit déjà en faisant ce qu'il faut, en prenant sa responsabilité karmique pour pouvoir rectifier ce qu'on a pu faire ou ce que nos lignées ont pu faire et qui impactait les autres et nous impacte nous-mêmes aujourd'hui en retour karmique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un petit mot que tu voulais dire là-dessus? Non, on va en parler après. Bien sûr. Donc on va commencer tout simplement par définir un petit peu ce qu'est le karma. On définira aussi ce qu'est le dharma. Donc le karma, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais il y a des petites subtilités. Donc le karma, selon ma compréhension des choses, c'est tout simplement la loi de cause à effet, mais au niveau multidimensionnel. C'est-à-dire que ce qu'on fait, tôt ou tard, ça nous revient. Et des fois, ça peut être évidemment, même souvent, des choses qui remontent à 1000 ans, 2000 ans, l'Atlantide, l'Égypte ou autre. Mais particulièrement dans ces temps de libération, on est censé revivre quelque part ça en surimpression de ce qu'on a à vivre dans cette vie-ci pour pouvoir le libérer. Comme je dis aussi souvent, si la voiture tombe pas en panne, on ne va jamais regarder ce qu'il y a sous le capot. Et le karma, c'est un petit peu ça, ça nous obliger par certains blocages qui vont se manifester dans différents domaines de notre vie, en général des domaines importants, sinon tout le monde s'en ficherait, nous obliger à aller voir ce qu'on a pu faire il y a 50 000 ans, même sur une planète très éloignée, dont on ne se souvient plus de rien, parce que du coup, on est encore relié par ces karmas. D'autres personnes sont reliées parce que du coup, on a créé des liens karmiques, des dettes karmiques dans ces vies-là, et du coup, maintenant, c'est l'heure du grand ménage, si je peux dire. Voilà, donc le karma personnel, c'est toutes les pensées, paroles ou actes qui ont impacté les autres de façon négative et qui nous reviennent, peu importe la façon, j'ai envie de dire, nous impacter dans cette vie-ci. On a aussi le transgénérationnel qui va aussi nous impacter, en fait, ce que les ancêtres ont fait avant nous et qui nous transmettent par des blessures, mais aussi par ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a la possibilité, beaucoup plus facilement qu'avant, en tout cas, même moi, ça fait pas si longtemps que ça que je le fais, et je vois bien la facilité à pouvoir dénouer les nœuds, à nettoyer, à libérer, à guérir l'ensemble pour pouvoir en fait libérer complètement toutes les lignées. On va avoir par exemple, on va parler d'abus sexuels, et bien souvent, il n'y a pas forcément dans toutes les familles, mais il y a quand même assez souvent. Mais c'est des blessures qui n'ont pas été résolues, des arrière-grands-parents qui vont transmettre aux parents et encore aux petits-enfants, etc. Alors qu'une fois que la blessure est guérie, ou une fois qu'on a nettoyé aussi
pourquoi voilà, c'est arrivé la première fois, comme on dit, les causes à effet. Eh bien, une fois qu'on nettoie ça, ça va déjà libérer largement les choses, comme pour les secrets de famille. Hein. Donc, il y a des secrets de famille qui restent ancrés comme ça, bah, du coup, et ça provoque des blocages au sein de la famille. Et au fur et à mesure, le fait de pouvoir débloquer tout ça au niveau transgénérationnel va vous libérer, vous. Voilà. Tout à fait. En libérant ses ancêtres, on se libère soi-même et on évite que nos descendants aient à revivre les mêmes épreuves ou répéter ces schémas. Voilà. Donc après, il y a le karma collectif. Donc le karma collectif, il a été constitué depuis l'origine de l'humanité par des choses qui ont impacté l'humanité à un certain, on va dire, un haut niveau. Donc ça peut être de deux façons, soit des choses vraiment très larges, comme par exemple les guerres, comme les guerres mondiales et compagnie, ben oui, ça a impacté énormément le karma collectif. Ou si on monte plus loin, les anciennes civilisations, comme à l'époque, a priori on n'était pas autant qu'on est maintenant, ben il suffisait qu'il y ait peut-être quelques centaines, quelques milliers d'êtres qui fassent quelque chose, on va dire, d'impactant, pour impacter par la suite l'humanité entière, par le mécanisme transgénérationnel. Je pense par exemple à l'Atlantide quand je dis ça. Bon ben, quand il s'est passé ce qui s'est passé, qui a créé les cataclysmes qu'il y a eu à ces époques-là, qui a créé aussi, d'après ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, une sorte d'involution au niveau global de l'humanité. Bon, bah, tout ça, on est encore pris dedans quelque part, on est encore impacté par ces mémoires-là, ces traumatismes-là au niveau du collectif. Il y a d'autres choses. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se libérant soi-même, on participe à la libération du collectif. Et puis certaines fois, peut-être que vous en faites partie, il y a des êtres qui sont appelés à agir sur ces mémoires collectives, tout seul ou en groupe, pour pouvoir commencer à alléger, à détricoter ce karma collectif. Ouais, c'est quelque chose, c'est une mission très très importante à réaliser quand c'est juste qu'on le fasse, parce que c'est pas le rôle de tout le monde, et puis il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec le karma. Ça me paraît assez évident, je pense que pour vous aussi. Bon, maintenant, on va parler un petit peu du dharma. Donc le dharma, c'est l'exact inverse du karma. Donc toutes les pensées, paroles ou actes qui ont eu un impact positif sur les autres, et qui du coup entraînent sur nous aujourd'hui des circonstances positives. Donc ça peut être dans tous les domaines de notre vie, ça peut être au niveau relationnel, amical, amoureux, c'est vraiment comme le karma. Soit ça bloque tout, soit ça débloque tout quelque part. Ou soit ça fluidifie tout. Et du coup, le dharma, c'est vraiment, on va dire, notre bonne étoile. C'est, on pourrait entre guillemets assimiler ça à de la chance, des bonnes circonstances, mais ça n'a rien à voir avec la chance, puisque c'est des choses qu'on a méritées, si on peut dire. Voilà. Mais c'est ce qui va faire que d'autres vont avoir des problèmes dans tel ou tel domaine, et d'autres vont au contraire avoir des facilités, parce que il y en a qui ont pu faire du karma dans des domaines, d'autres qui ont pu faire du dharma dans certains domaines. En général, c'est les deux, et c'est censé s'équilibrer, mais pour des tas de raisons qu'on expliquera tout à l'heure, on a tendance à générer plus de karma que de dharma, hélas. Sinon, je crois qu'on ne serait même pas là à en parler. Voilà. Donc, aussi une autre notion, est-ce qu'il y a quelque chose que vous rajoutez sur le dharma? Pas pour nous, d'accord. Et il y a aussi une notion bien plus, on va dire, ombragée du dharma, qui est le dharma négatif. Donc le dharma négatif, là c'est un peu plus subtil, c'est ce qu'on a fait en partant d'un bon sentiment, donc pour aider quelqu'un par exemple, mais en infraction avec certaines lois cosmiques. C'est-à-dire, une personne elle va vivre une situation négative, une situation difficile, on va se dire, peut-être, oh la pauvre, faudrait que je l'aide, il faudrait que je l'aide, si je peux l'aider, je vais l'aider. Sauf que peut-être que son âme, elle avait décidé de vivre cette situation négative pour pouvoir évoluer. Et là, dans ces cas-là, on se met en infraction avec la volonté de l'âme, donc loi du libre arbitre, et on va empêcher à la personne de vivre ces épreuves qui lui auraient permis au final, en se hissant au-dessus, en les traversant, d'évoluer. Et là, du coup, ce qui partait d'un bon sentiment peut finir par créer du dharma négatif, qui est en général moins fort que le karma, mais qui n'est pas positif quand même. Voilà, qui va finir par nous créer aussi quelques petits problèmes, surtout si on a tendance à le faire avec tout le monde. Voilà. Donc, il y a des fois où c'est pertinent d'intervenir quand on le peut. Il faut toujours, selon moi, en tout cas ma compréhension, demander au plan supérieur, à la personne et parfois même à l'âme de la personne si c'est juste qu'on intervienne. Parce qu'il y a des situations qui vont nous paraître négatives pour la personne, mais en fait c'est aussi un désir de son âme de vivre ça, de traverser ça, pour pouvoir s'élever au-dessus en le traversant. C'est des petites notions subtiles, mais qui peuvent créer des conséquences des fois. Voilà. Je voulais du coup rebondir sur ça. J'étais très habituée, moi, je voyais un accident de voiture ou quoi que ce soit. Eh bien, voilà, j'avais une ouverture de cœur, j'envoyais de la lumière pour aider les gens.
Et en fait, non, c'est pas forcément juste. Ou quand on veut, il y a quelqu'un qui vient nous voir ou qui dit, bah voilà, ma fille, elle a ça ou elle a ça. En fait, on peut pas aller contre leur propre choix, en fait. C'est important de demander. Donc, en fait, il y a plein de méthodes pour demander. Mais faites-vous confiance, regardez comment réagit votre corps, votre cœur, parce qu'on n'a pas forcément des réponses qui vont venir directement de là-haut. Et voilà, en fait, c'est important d'aider, mais c'est important de les faire dans les règles. Voilà. Pour éviter que les personnes elles-mêmes, en fait, celles qui vont être soignées, entre guillemets, elles peuvent avoir des problèmes supplémentaires. Voilà, on va essayer de lui enlever la douleur, par exemple, parce qu'elle s'est blessée à la jambe. Mais comme elle doit être à l'arrêt parce qu'elle a besoin de réfléchir et que cette personne part toujours à fond, et ben là, si vous l'aidez, et ben ça va être pire la prochaine fois. Là, elle va vraiment se casser la jambe et pas avoir une foulure parce qu'elle doit vraiment rester immobile. Donc c'est vraiment important de faire attention à tout ce qu'on fait. Voilà. C'est l'amour qui est guérisseur, mais voilà, il faut quand même y porter attention. C'est pas parce qu'on envoie de l'amour et qu'on envoie de belles énergies que c'est juste. C'est vrai. J'ai envie de dire, pour prendre un peu un cliché d'expression, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, mais vu qu'on est en petit comité, c'est avec joie. Si vous souhaitez, certains d'entre vous souhaitent poser des questions, avoir des précisions sur un sujet qu'on aborde, n'hésitez pas à vous manifester. Alors bon, c'est un peu chiant, mais comme on est quand même un certain nombre, peut-être il faudrait juste faire un petit geste de la main, un peu comme à l'école, voilà, pour qu'on vous puisse vous laisser l'espace pour pouvoir poser votre question. N'hésitez pas en tout cas, ce sera avec joie si on peut répondre. Donc maintenant on va parler des symptômes d'un karma actif et donc les différents blocages que ça peut engendrer, même si je pense qu'hélas vous l'avez tous expérimenté. Donc le karma peut créer des blocages dans tous les domaines de notre vie, comme je l'ai dit, amoureux, relationnel, familial, professionnel, santé. Il est à la fois furtif mais omniprésent. Et du coup, il y a certaines fois où la seule façon de pouvoir débloquer ces fameux blocages karmiques, ça va vraiment nous obliger à aller voir quelle est la cause de ces blocages pour pouvoir nous en libérer. Souvent, ces blocages peuvent se manifester par des schémas récurrents, de situations, de types de personnes qu'on rencontre, de problèmes qui vont d'une certaine façon tout le temps se répéter. Par exemple, quelqu'un, je dis ça au hasard, qui va avoir toujours des problèmes de voiture. Voilà. Il faut essayer de voir ce qui s'est passé avec les véhicules peut-être dans une vie antérieure, même peut-être parfois dans plusieurs vies antérieures. Il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent, et y compris au niveau relationnel, qu'on va avoir tendance à être face à toujours le même type de personnes. Je pense un petit peu à un terme qui est à la mode mais qui existe bien, c'est-à-dire les pervers narcissiques, les gens qui vont avoir tendance à attirer ou à rencontrer que des gens comme ça. Bon, peut-être que c'est assez contre-intuitif ma vision du karma, peut-être que dans d'autres vies c'est eux qui ont été comme ça, et du coup en retour karmique aujourd'hui, ils subissent des relations comme ça. Donc aussi quelque chose qui est assez important pour moi, c'est quand on nous fait du tort, avant de réagir en mode victime ou d'avoir envie de se venger, toujours garder un peu de recul et se dire, est-ce qu'il ne serait pas possible que dans une autre vie, ce soit moi qui ai fait ça à la personne et du coup là, c'est un retour karmique. Et en envisageant cette possibilité, c'est pas le cas à tous les coups, mais rien qu'en envisageant cette possibilité, ça nous met déjà plus dans le recul et plus enclin aussi à pardonner à personne. Et potentiellement moins enclin à se créer du karma, parce que si c'est nous qui avons été à l'origine de ce karma, et que là c'est un retour, et qu'on remet une couche, ça va pas aider à la situation, ça va faire encore qu'augmenter, peut-être qu'on va encore se revoir dans une autre vie pour régler tout ça, si on peut éviter, c'est mieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, les relations toxiques, certaines maladies aussi qui vont revenir, certains blocages. Qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus par rapport alors, par rapport à magie là, je sais pas. Donc... Attends, je vais en parler. Oui, par exemple, certains blocages, certains thérapeutes, certaines personnes dans les énergies veulent se mettre à son compte et ça ne fonctionne pas. Ça, on le voit bien souvent. Mais c'est aussi parce que y a eu des excès dans les anciennes vies. Donc ça peut être abus de pouvoir, ça peut être des magies, ça peut être des choses comme ça. Et tant qu'on ne l'a pas nettoyé, eh bien, ça va être bloqué. Donc c'est hyper important, en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment important d'aller nettoyer ses capacités dans les anciennes vies pour pouvoir débuter voilà, dans ce chemin. Au niveau des magies aussi, par exemple, quand il y a des gens qui disent « Oh là là, je suis attaqué, j'ai des magies, j'ai des mauvais œils, tout ça », c'est important d'aller nettoyer au niveau karmique ce qui s'est passé dans les anciennes vies.
En général, quand on va nettoyer, on va d'ailleurs faire la pratique du Ho'oponopono avec les autres, avec soi-même, en personnel et en transgénérationnel, parce que ça peut venir aussi. Tout le monde connaît le Ho'oponopono? Non. Ah bah, du coup, on va pouvoir. Le Ho'oponopono, j'ai plus l'ordre exact, mais c'est pardon, merci, je suis vraiment désolée, je t'aime. C'est vraiment de prendre sa responsabilité karmique de ce qui a pu se passer. On est sûr de rien, mais autant prendre sa responsabilité. On n'est pas là pour culpabiliser, on est juste là pour se nettoyer et pour libérer, libérer les autres. Et en demandant pardon, en étant vraiment désolé, parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre, hein, ça peut être, voilà, on a blessé peut-être quelqu'un. Merci de me pardonner et je t'aime et envoyer de l'amour. Et en général, déjà rien que quand vous faites ça chez vous, avec les gens, avec les âmes des gens, ça libère des situations, c'est énorme. Voilà. Et vraiment le pouvoir de l'amour est immense. Donc on n'hésite pas à envoyer de l'amour. Et quand ça se passe comme ça, en fait les nœuds voilà, peuvent se dénouer, les blocages peuvent aussi des fois s'évacuer, se libérer. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc je disais, voilà, au niveau des magies ou des choses comme ça qu'on a pu faire dans les anciennes vies, souvent ça remonte. Donc le fait d'aller nettoyer tout ça va faire en sorte que vous, dans celle-ci, après, puisqu'il n'y a plus de karma sur ça, vous allez plus être impacté par ça, ou très très peu. Quand certains impacts peuvent rester, c'est parce qu'il y a plutôt une situation avec la personne à aller nettoyer, ou avec la situation. Mais en général, ça libère vraiment beaucoup. Donc on va souvent procéder de cette façon-là, avec les magies, les envoûtements, et en général, ça libère vraiment, vraiment bien. Voilà. Et que ce soit Jean-Frédéric ou moi-même, on va travailler sur toute votre multidimensionnalité. Ça, on pourra peut-être en parler avant. Sûr, on en parle un petit peu, qu'on expliquera la méthode. Voilà. Et donc ce qui est vachement important à dire, enfin très important à dire et que j'aurais dû dire dès le début, c'est que peu importe ce qu'on a pu faire dans nos vies antérieures, il n'y a pas de jugement ou de culpabilité à avoir. Le jugement et la culpabilité, ça va être quelque chose d'humain et souvent ça bloque même les libérations karmiques. Les plans supérieurs, d'après ce que je sais, ils en ont rien à fiche qu'on culpabilise, qu'on s'en veuille, qu'on s'autoflagelle ou X ou Y. Eux, ils veulent juste qu'on prenne notre responsabilité karmique et qu'on répare, qu'on rectifie ce qu'on a pu faire aux autres et qui leur a porté atteinte. Et qui du coup nous porte atteinte aujourd'hui à nous-mêmes en retour karmique. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de libérer le karma. 100% des gens le libèrent par la souffrance. On a fait souffrir les autres, on nous fait souffrir aussi en retour. Sinon, ça peut être aussi par l'action de grâce, en faisant du bien de façon totalement désintéressée. La compensation, en faisant du bien aux gens à qui on a fait du tort dans d'autres vies, par exemple. Et puis sinon, il y a les thérapies de nettoyage karmique, constellation familiale et tout un tas d'autres choses qui existent. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc on va dire que c'est soit la carotte, soit le bâton. Soit on y va de notre bon gré, de nous-mêmes, en prenant notre responsabilité karmique, sans jugement, sans culpabilité, soit l'univers fera en sorte que d'une façon ou d'une autre, on le fasse. Voilà. Donc surtout maintenant où beaucoup de choses bougent dans ce sens, je pense qu'il vaut mieux accompagner le mouvement, en tout cas c'est ma vision des choses. Et pour rebondir sur ce que disait Liwera, je forme souvent des thérapeutes à certains outils que j'ai reçus en canalisation, et avant de transmettre qui que ce soit, avant de reconnecter qui que ce soit, à quelle que soit l'énergie, je procède toujours à la rectification de ces antécédents karmiques avec les énergies concernées, les enseignements concernés, les porteurs de ces énergies. Par exemple, dans le cas des flammes et des rayons sacrés, vous connaissez les flammes et les rayons sacrés? Flammes violettes, tout ça? Vis-à-vis des archanges et des maîtres ascensionnés, puisque si on a mal utilisé leurs enseignements, on peut tout à fait avoir créé du karma vis-à-vis d'eux aussi. Voilà. Donc comme ça, la personne, on est sûr qu'elle repart sur de bonnes bases et qu'elle va pouvoir utiliser pleinement les enseignements qui lui sont transmis, parce que lors de formation de stage, je pense surtout en groupe, mais en fait tout le monde, puisque les gens ne sont pas encore éveillés à cette réalité, beaucoup de gens vont payer l'intégralité du stage, mais derrière, ils ne pourront pas réutiliser les enseignements ou les énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un blocage dans le passé, une mauvaise utilisation de ces enseignements, de ces énergies. Et du coup, derrière, le stage, il n'aura servi à rien. Donc, en procédant comme ça, on met toutes les chances de notre côté que la personne elle puisse vraiment repartir à zéro et pouvoir utiliser le mieux possible ces outils qui lui sont transmis. Et c'est quelque chose, pour moi, de très important en tout cas. Voilà, donc c'était le karma et les enseignements spirituels. Effectivement, voilà, j'aspire à éveiller les gens là-dessus, surtout les formateurs, mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop de succès. Voilà,
va casser du sucre sur d'autres personnes, mais quand je parle de ça, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, j'ai fait pas mal de vidéos. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de visibilité là-dessus. J'ai personne, aucun thérapeute ou formateur qui m'a dit « Oh ben c'est vrai, t'as raison, est-ce que tu veux pas me former au karma pour qu'on puisse, que les personnes que j'accompagne, je puisse veiller à leur libération pour que tout se passe bien ?» Non. Pour l'instant, ça ne se fait pas comme ça. On transmet, et puis advienne que pourra, grosso modo. Voilà. Sauf ben, pour ceux qui pourront rien. Ben, c'est un peu pour faire le truc. Bah ouais. Tant qu'à faire. Voilà. Parce qu'en plus, petite subtilité, la personne qui va reconnecter une autre avec une énergie qu'elle n'est pas censée utiliser ou vis-à-vis de qui elle a déjà fait le karma, elle va être responsable d'une partie du karma que la personne va créer en l'utilisant ou en essayant de l'utiliser aussi. Parce que si le formateur n'est pas dans ses bonnes énergies, il va pas former. Enfin, c'est ça en fait. En plus, ouais, c'est ça. Bien Parce sûr. que ça peut être un thérapeute, mais si il n'est pas aligné, C'est ça. ben, en fait, ça fera des dégâts quoi qu'il en soit. bien sûr, et puis si on reconnecte la personne avec des énergies qu'elle n'est pas censée ou qu'elle n'a plus le droit de travailler avec, parce que c'est vraiment ça, des fois il y a des autorisations en fait, que la personne n'a plus, et ben là, derrière, elle enfreint encore d'autres lois cosmiques, et elle recrée potentiellement du karma. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une nuance. Peut-être vous avez déjà entendu parler que le karma c'était les forces de l'ombre, que c'était un piège de la matrice ou machin. Il y a pas mal de gens qui pensent ça, et selon ma vision des choses et ma compréhension des choses, ils ont tort à 90%, mais il y a quand même des choses qui sont vraies. Ce qui est vrai, c'est que les forces involutives, les systèmes qui ont pour but de maintenir l'humain sous emprise, qu'il soit astral, énergétique ou physique, comme la société actuelle, etc., ont pour but de nous déconnecter des lois cosmiques, on en parlera un peu plus tard des lois cosmiques, pour que nous créions le maximum de karma dans notre vie de tous les jours. Et il y a plein de choses qui sont très répandues dans notre société à l'heure actuelle, et des habitudes, des comportements, et qui font créer du karma aux gens d'une façon démesurée. Et comme on crée beaucoup plus de karma que ce qu'on devrait faire, parce qu'on n'est pas aligné avec les lois cosmiques, alors si on respecte les lois cosmiques, ben on ne créera pas de karma, et ben on se retrouve enfermé dans une spirale où on génère quotidiennement de plus en plus de karma, et du coup on est vraiment à un moment enseveli dessous, alors que si on était plus aligné avec notre âme, notre présence divine et les lois cosmiques, ben forcément on enfreindrait beaucoup moins de règles et on aurait tous beaucoup moins de karma sur le dos. Voilà, et ça c'est une façon aussi de maintenir sous emprise. Donc c'est pas le système karmique qui est vicié ou infiltré en lui-même, c'est plutôt les programmations mentales, croyances, sociétés, religions, etc. qui nous font créer plus de karma qu'on devait en créer à l'origine, a priori. Mais après, en même temps, on peut dire que le karma est nécessaire pour... s'il n'y a pas de karma, on ne comprend pas. Il n'y a pas d'évolution. Exactement. Ouais, voilà. Ça, on en parlera un petit peu après, mais oui, le karma, c'est un guide qui, quelque part, nous oblige à aller voir voilà, ce qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, ce qu'on n'aurait pas voulu aller voir, et remonter, comme je disais un peu tout à l'heure, à quelque chose qu'on a pu faire il y a 10 000 ans en Égypte ou en Lémurie ou je ne sais où, alors que si on n'était pas embêté, qu'est-ce qu'on irait voir nos vies antérieures il y a 10 000 ans? Tout va bien, on se pose pas, il n'y a pas de remise en question. Voilà. Personne n'irait voir, tout le monde s'en ficherait, on continuerait d'avancer et à générer du karma du coup, en tout cas jamais à le libérer. Donc maintenant on va parler un petit peu du karma et du loi cosmique. Donc comme je disais tout à l'heure, le karma, la loi cosmique qui lui correspond le plus, c'est la loi de cause à effet. Toute cause entraîne un effet, il y a une conséquence à tous nos actes, mais aussi à nos pensées et à nos paroles. Bon, les pensées peuvent créer, dans certains cas, moins de conséquences que les paroles ou les actes, mais les pensées, ça peut entraîner, par exemple, le mauvais œil. Au bout d'un moment, si on a des pensées trop négatives envers quelqu'un, ou que quelqu'un a des pensées trop négatives envers nous, ça finit par créer l'équivalent d'une magie noire ou d'un sort ou de choses comme ça. Donc c'est là où il faut vraiment essayer de maîtriser, domestiquer, si je puis dire, aligner, pacifier le plus possible nos pensées, nos paroles, et également, évidemment, nos actes qui en découlent, puisque les actes, malgré tout, restent ceux qui ont le plus d'impact dans la matière. Mais comme le verbe aussi, vous le savez tous, c'est créateur, il faut faire aussi très très attention à ce qu'on fait. Parce que ça peut vraiment avoir un immense impact, et des fois, bon, peut-être pas de hasard, mais... Il n'y a pas de hasard. Et nos paroles, du coup, voilà, ont un immense impact, il faut faire très attention à ce qu'on peut dire. Donc, par rapport à la deuxième... La loi de l'attraction. Donc la manifestation dans la matière. Alors moi je ne suis pas encore pro dedans. Donc
j'essaye de travailler mes pensées, mes paroles. En fait, plus je vais me dire le matin, aujourd'hui, je vais demander à ma présence divine de choisir la meilleure journée pour moi, que je sois bien dans mon bien-être. Et bien, force est de constater que je me sens beaucoup mieux tout au long de la journée. Il y a vraiment toutes nos pensées qu'on va vibrer, en fait, on va l'attirer. Si vous êtes triste et on se laisse enfoncer, bah, vous allez voir que toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez trébucher, le pot de fleurs va tomber, enfin, voyez, alors que si vous vous sentez bien, donc des fois, il faut se forcer un petit peu, parce qu'on n'est pas forcément habitué à faire ce genre de choses, donc il faut un petit peu se motiver. Se dire bon ben voilà, d'accord, j'ai mal partout, mais je vais me lever parce qu'aujourd'hui c'est une belle journée, parce qu'aujourd'hui je vais faire des belles choses. Et puis bah, au fur et à mesure, en fait, on va oublier nos douleurs, et puis ça va prendre le pas sur tout ce qui est positif qui peut arriver à nous. Donc la loi de l'attraction, c'est vraiment se sentir, on se sent comme, comment on peut dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une dizaine d'années, je regardais sur YouTube Le Secret, la loi de l'attraction. Donc c'est encore pour tout le monde. Et donc mon fils à l'époque avait, je sais pas, une dizaine d'années, enfin 15 ans, il me disait, de toute façon moi je gagne jamais au jeu. J'ai dit, imagine-toi en train de gagner. Et donc là il me dit, oh maman. Il s'est imaginé en train de gagner, on est allé jouer, il a gagné 5 €. Mais c'était la première fois de sa vie, c'était que 5 €. Mais il a gagné, parce qu'il s'était mis dans cette situation-là où, ok, je vais gagner, donc je me mets, je suis en train de ressentir que je suis en train de gagner, et ça fonctionne. Et donc là, pour nous, voilà, la manifestation dans la matière, pour moi, c'est ça, c'est ressentir comme si on y était déjà. Voilà, et on crée. C'est comme ça qu'on va créer les choses. C'est un peu du coup se projeter dans la ligne de temps future qu'on souhaite qui nous arrive et vraiment vivre les choses comme si c'était déjà là. Et du coup, quelque part, on les attire, on les ramène dans notre ligne de temps présente. Et c'est un travail de tous les jours, parce qu'au départ, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure, on se force un peu. Hein, on se dit, bon, allez, aujourd'hui, je me bouge un peu plus, et ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, bah, c'est un exercice qui devient, en fait, voilà, dans votre quotidien, quelque chose de constant. Et une loi donc voisine de la loi d'attraction, c'est la loi de résonance. C'est un petit peu le même principe, c'est qu'en fonction de notre fréquence de résonance, de notre vibration, si on vibre bas, moyen ou haut, on va tirer en conséquence des personnes, des situations et des événements dans notre vie. Et du coup, ça c'est vrai que c'est assez important parce que je pense qu'on a tous envie d'être bien entourés de gens qui vibrent haut, qui sont joyeux, qui sont heureux, qui vont nous tirer vers le haut aussi. Mais malgré tout, avec les épreuves de la vie, parfois, comme tout le monde, on peut se faire un petit peu plomber, vibrer plus bas. Et là, non seulement déjà on n'est pas bien, mais en plus, ça va nous attirer encore d'autres choses négatives. Donc dans ces cas-là, on se tire une balle dans le pied quelque part. Mais des fois, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de relever sa vibration. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir certaines techniques, certains outils qui peuvent nous permettre, qu'on est un petit peu, un peu au sol, entre guillemets, de pouvoir remonter le plus vite possible, puisque plus longtemps on va rester en bas, plus ça va être dur de remonter, et plus pendant ce temps-là, on va, loi de l'attraction oblige, attirer des choses négatives à nous aussi. Donc voilà, tout ça c'est voisin des lois du karma, c'est relié, et en travaillant en parallèle des libérations karmiques sur tout ça, on fait en sorte de mettre toutes les choses de notre côté pour nous attirer une vie la plus fluide, la plus saine, la plus belle possible, tout simplement. Donc c'est des choses qui pour moi sont importantes à dire. Après, donc, il y a la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre, qu'est-ce que je pourrais rebondir là-dessus? En fait, c'est important de s'aligner et de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà. C'est qu'est-ce que je souhaite vraiment pour ma vie, qu'est-ce que je souhaite pour ma journée, qu'est-ce que je souhaite pour ma famille. Et une fois que vous êtes aligné, d'aller vers ça. D'aller vers ça et de faire tout pour que ça fonctionne. Merci. Et la loi du libre arbitre aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, mais je remets une petite couche, c'est aussi respecter le libre arbitre des autres. Chacun est souverain, même si on pense que c'est pour le mieux de l'autre, on n'a pas à prendre des décisions à sa place ou lui imposer quoi que ce soit. On est tous enfants du même Dieu Père Mère Créateur, comme moi je l'appelle. On est tous une essence du divin, une parcelle du divin. Donc il n'y en a pas un qui a un droit de vote plus élevé que l'autre. Donc même avec les meilleures intentions du monde, il ne faut pas imposer les choses, il suffit tout simplement de demander à la personne si elle est d'accord. Et là on n'est plus en infraction avec la loi du libre arbitre.
Et la loi du libre arbitre, c'est pour moi une des lois principales qui est enfreinte souvent, comme je le disais tout à l'heure, dans les cas de dharma négatif, quand on veut faire le bien, mais on oublie la loi du libre arbitre, et puis aussi dans la vie de tous les jours, avec les histoires de consentement, les histoires à chaque fois qu'on force les gens à faire quelque chose. Voilà, comme ça a été le cas par exemple durant le Covid. On ne va pas s'étendre là-dessus. Voilà, donc c'est à vous de dire là-dessus. Donc après il y a la loi de l'unité. La loi de l'unité, comment je la définirais? C'est qu'en fait tout l'univers converge vers l'unité, mais comme souvent ça peut passer par beaucoup d'étapes. Et l'étape avant l'unité, c'est la dualité. Donc on va un peu jouer au ping-pong entre les polarités, la lumière, l'ombre, le blanc, le noir, le haut, le bas, jusqu'à qu'on en ait marre de cette dualité, de ces guerres, de ces hauts et bas, et qu'à un moment, on décide de s'extraire de ça, de regarder un peu au-delà de ce qu'on nous a aussi inculqué depuis toujours, les bons, les méchants, tout ça, pour pouvoir s'élever au-dessus des conflits, atteindre cette unité en nous-mêmes, qui permettra de s'extraire de la dualité et également de générer beaucoup moins de karma. Parce qu'il faut savoir vraiment, comme je dis souvent, qu'on est tous enfants du Dieu Père Mère Créateur et parfois, lors de certains nettoyages karmiques, quand on est face à des entités très en colère, que la personne a pu mettre en colère dans d'autres vies par rapport à ce qu'elle a fait, ou même parce qu'il y a des pactes, des contrats qu'il a liés et qui ne veulent pas qu'elle soit libérée, et le fait de rappeler cette vérité-là, de leur rappeler cette vérité-là, direct ça apaise les choses. On est tous enfants du Dieu Père Mère Créateur. Pas de jugement ni sur les uns ni sur les autres, et qu'on a cette vision-là d'unité, ça facilite énormément les libérations. C'est un petit peu comme le Ho'oponopono, tout à l'heure qu'elle disait Liwera, quand on prend notre responsabilité sur ce qui se passe à l'extérieur, puisque le Ho'oponopono, le principe, c'est une technique hawaïenne qui a pour but de spécifier que tout ce qui arrive à l'extérieur a une cause intérieure, donc c'est pour ça que c'est très proche du karma aussi, et c'est très pertinent d'utiliser en parallèle des énergies de libération karmique, et ça va permettre d'effacer beaucoup de choses, d'apaiser beaucoup de choses, comme le disait Liwera tout à l'heure. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, le karma, c'est... Vas-y, du coup, ça termine. Oui, je voulais dire, la dualité, en fait, c'est l'ombre et la lumière. Mais ce qu'il faut, avant tout, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter ses propres parts d'ombre. Pour être moins dans la dualité, j'ai dû accepter, en fait, mes parts d'ombre comme mes parts de lumière. Parce que bien souvent, on a tendance aussi à se dire, ah ouais, moi je fais pas ça bien, pas ça, pas ça, pas ça. Mais on n'est pas vraiment dans la réalité parce qu'on va pas au fond des choses. Et puis d'aller creuser vraiment pour aller sortir toute l'ombre qu'on peut avoir en soi, parce qu'on l'a tous. Hein. Et puis pour ces parts de lumière, eh bien c'est la même chose en fait. Il faut les accepter. En fait, il faut accepter qu'on peut être lumineux. Il faut accepter qu'on a un pouvoir d'amour et de création et de manifestation énorme. Voilà, c'est important d'accepter en fait les deux. Et en acceptant son ombre et sa lumière, on a beaucoup moins de dualité avec soi-même, dualité avec les autres, et la vie est beaucoup plus facile finalement. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'accepter ses parts d'ombre, du travail qui est difficile, qu'on appelle un terme anglo-saxon maintenant le shadow work, qui est un petit peu maintenant à la mode, et c'est bien parce que ça attire l'attention sur ce travail-là, mais on oublie que des fois c'est aussi difficile, voire plus, d'accepter nos parts de lumière. Et ça c'est un travail que moins de gens parlent, mais qui est aussi important pour atteindre l'unité. Parce que l'unité, ça passe par l'unification de nos polarités, masculine, féminine, ombre et lumière, ciel, terre, etc., yin, yang, etc. Donc, pardon, je dirais juste une dernière chose, c'est important de ne pas être dans le déni. Voilà. Ça, c'est important de s'aligner et de voir vraiment qui on est, comme de voir l'extérieur. D'être dans le déni, en fait, ça ne nous aide pas. Voilà, moi, j'y étais pendant des années, ça ne m'a pas aidé. Et à partir du moment où j'ai décidé de dépasser ça, eh bien, ma vie s'est vraiment ouverte à moi. Et voilà, je me sens beaucoup mieux en moi-même, ma vie est beaucoup plus belle, tout me semble beaucoup plus beau et plus doux. Donc voilà, le déni, voilà, je pense que très important. Ouais, c'est vraiment important d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est un voile qui quelque part nous empêche de prendre conscience de certaines choses, et du coup, si on ne peut pas prendre conscience, on ne fera pas ce qu'il faut pour évoluer, pour sauter les obstacles, pour travailler sur soi et dépasser. Beaucoup de gens ne se remettent pas en question parce qu'ils ont peur de ce qu'ils trouveraient s'ils commençaient à se remettre en question, à se regarder vraiment d'une façon transparente dans le miroir. Et toujours pareil, à cause de la culpabilité. La culpabilité aussi nous verrouille dans du déni, dans des postures d'aveuglement ou de déni.
Et du coup, il faut arriver à sortir du voile du déni, si je puis dire. Et le déni vient d'une blessure. Oui, tout à fait. Effectivement, les personnes, si elles ne veulent pas voir quelque chose, souvent c'est parce qu'elles en souffrent, Oui, voilà. de façon consciente ou non. Et parce qu'elles ont peur d'y aller, parce que c'est trop douloureux pour elles d'y aller. Mais manque de bol, ben, c'est pas comme ça qu'on va arriver à guérir. Donc, exactement. Au final, le tapis, au bout d'un moment, il va y avoir une table de mètre de haut. Donc, voilà. Donc il faut arriver à avoir la force, le courage de dépasser ça et d'aller dans le cœur des blessures pour les guérir. C'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce qui amène les meilleurs résultats, selon moi. Il faut s'en rendre compte, mais dans le... Comment? Il faut s'en rendre compte. C'est ça le problème, c'est que c'est un voile et souvent c'est inconscient et c'est furtif. Donc c'est très difficile. Mais en général, là où on ne veut pas aller, souvent c'est là où il faut aller. Ça peut être une vision de façon de comprendre. Et souvent on pense que c'est pas une zone de confort, mais une fois qu'on va qu'on y va, là ça devient une vraie zone de confort en fait, parce que finalement on est beaucoup plus à l'aise. On avait peur de certaines choses, de certains obstacles, alors que finalement une fois qu'on va dedans, tout se libère, quoi. C'est beaucoup plus fluide qu'en restant dans le déni. C'est sûr, il faut affronter les choses, parce que c'est pas en stagnant qu'on Après c'est tout doux. Ok. Donc maintenant on va aborder un petit peu, voilà, sans être trop redondant, comment ces lois interagissent avec le karma. Donc le karma, comme je le disais plusieurs fois, c'est vraiment une conséquence de la loi de cause à effet, principalement, quasiment être défini comme ça. Je pense que c'est logique pour tout le monde, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui est important aussi de savoir, de redire, c'est que bien souvent ce qui crée le karma, c'est le non-respect des lois cosmiques. Donc une des premières choses, si moi j'étais par exemple à l'éducation nationale, j'enseignerais les lois cosmiques aux enfants dès la maternelle. Parce que si tout le monde était au courant des lois cosmiques, tout le monde saurait exactement à quel moment il les transgresse, donc saurait les conséquences qu'il va engendrer, donc logiquement le ferait beaucoup moins qu'à l'heure actuelle, et donc entraînerait beaucoup moins de création de karma. Et c'est des choses très très importantes qui sont selon moi en tout cas pas assez dites. Il suffirait de connaître bien les lois cosmiques et de ne pas les franchir pour cesser de créer du karma, tout simplement. C'est des choses... on va y arriver à force. Ça va prendre peut-être encore un peu de temps. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Ok. Et donc, tout simplement, le retour à l'harmonie, à la paix, aussi à l'unité, quelque part, c'est respecter ces lois et les intégrer dans notre vie quotidienne, dans notre rapport avec les gens, dans notre rapport même avec la nourriture, avec l'environnement, avec nous-mêmes aussi. C'est important aussi, par rapport à soi-même aussi, d'être bienveillant et de respecter certaines lois aussi vis-à-vis de soi, les lois cosmiques vis-à-vis de soi-même. Et du coup, comme ça va, j'ai un peu perdu le fil. Donc oui, le fait de les comprendre, les intégrer dans notre vie quotidienne, ça permet de sortir du cycle du karma aussi, de ne plus en engendrer, tout simplement. Moi j'ajouterais, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Tout simplement. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il n'était pas bête. Ouais. Donc là maintenant on va passer un petit peu à une partie... Alors donc pour conclure la partie d'avant, parce que là je vois la conclusion que j'ai oublié de vous dire. Donc le but spirituel du karma, c'est de nous réapprendre à fonctionner d'une façon liée, intégrée, en conscience avec les lois cosmiques. Voilà. Le karma, ça peut être... certains le voient comme un ennemi, certains le voient comme une punition, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, mais c'est surtout pour moi un guide. Puisque là où il y a du karma, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, à guérir. Et quand on crée du karma, c'est qu'il faut modifier sa façon de penser, de parler ou d'agir, tout simplement. Et si on reste sur cette boussole-là, logiquement, on peut rien que comme ça, de façon intuitive, entre guillemets, arriver à s'en sortir, arriver à mieux se guider. Donc, le karma, c'est un guide, c'est pas une punition. C'est important de le dire, parce que je comprends qu'on puisse, certaines fois, quand il y a des grosses situations, des retours karmiques, je comprends qu'on puisse le vivre comme ça, mais dans les faits, si on essaie de comprendre la leçon, on sort de la boucle karmique bien souvent. Est-ce que plus c'est fort, ça veut dire qu'on n'a pas écouté en amont les signaux et qu'en fait ça revient encore plus fort? Très juste. Voilà, juste. c'est ça. Souvent l'univers, il va nous envoyer d'abord une façon, Ouais, on va plus dire, légère. voilà, et plus on met de temps, plus il se répète, plus il parle fort. Voilà, grosso modo. Ouais, Et au bout d'un moment, ça commence à... En fait, quand ça tape fort, il faut se dire ok, j'ai pas entendu ce qu'on a. Voilà. Ça peut tout à fait être un indice, ou alors ça peut être un indice aussi d'une charge karmique très forte. Voilà, c'est quelque chose qui a été refait dans plusieurs vies, ou qui a pu engendrer par la suite un karma collectif.
Là, à chaque fois qu'on va s'en rapprocher ou qu'on va réactiver ce truc-là, ça va être très très fort ce qu'on va vivre. Après, on peut rebondir dessus voilà, en faisant des choses. Par exemple, si on a vécu des choses particulières dans une vie, bah, peut-être que déjà il y avait du karma, du transgénérationnel, mais peut-être qu'aussi, à partir de ce moment-là, bah, vous allez pouvoir aider les autres grâce à toutes les compréhensions auxquelles vous avez eues. Donc il y a ça aussi, on est quand même venus là, tous, je pense, pour apporter un petit quelque chose. On a tous quelque chose à apporter. Et donc voilà, ça pourrait très bien être ça aussi. Bien sûr. Et du coup, bah, c'est l'étape suivante de notre conférence, c'est les enjeux actuels de la libération karmique sur Terre. Et grosso modo, pourquoi on est autant de monde sur Terre déjà à l'heure actuelle? Je pense qu'on s'est un peu tous posé cette question. Et selon ma compréhension des choses, c'est parce que pour pouvoir boucler la grande boucle karmique, on a besoin de toutes les personnes qui ont été présentes aux différentes époques. Alors toutes, pas toutes, mais en tout cas, tous ceux qui sont porteurs des mémoires qu'il y a eu à chaque époque, puisque rien que par leur présence sur Terre, même s'ils ne sont pas en conscience pour faire une libération karmique, rien que par résonance, ça va permettre à ceux qui eux sont en conscience de pouvoir libérer des choses énormes qui bloquent l'humanité dans son évolution, parfois depuis des dizaines de millénaires, parfois même plus. Donc vraiment, on a tous un rôle à jouer en ce moment. C'est pas par hasard si on a choisi cette période-là pour s'incarner. Après tout, il y avait des dizaines de millénaires au minimum. Donc si on s'incarne maintenant, dans cette période de transition, de changement sociétal, idéologique, spirituel, cet éveil de masse qui se passe à l'heure actuelle, bah, c'est pas pour rien. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, moi je crois pas au hasard, je pense que vous non plus. Et du coup, bah, on a tous une partie à jouer, on a tous un moment là où on peut participer à cette libération globale du collectif. Et du coup, bah, c'est à la fois un gros challenge, mais à la fois magnifique, puisque ça veut dire que dans toutes les époques d'avant, ça ne pouvait pas être fait. Et régulièrement, j'ai des personnes qui sont des vieilles âmes, qui sont réincarnées des centaines de fois, et on va libérer des karmas aussi vieux que, comme je disais tout à l'heure, l'Atlantide ou autre. Ben, logiquement, s'ils viennent maintenant pour se faire libérer de ça, c'est que depuis toute cette époque, on ne pouvait pas s'en libérer. Voilà. Donc, il faut profiter de la fenêtre de tir. On a beaucoup plus de facilité maintenant à libérer qu'avant. Même toi, il y a 10 ans, par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et puis, bah, certaines personnes, quand déjà je vois par exemple en séance, il y en a, on peut faire plein de nettoyages karmiques, on peut enchaîner, et puis pour d'autres, bah, ça bloque, hein, on va ramer, hein, on va passer 1 heure sur quelque chose, enfin j'exagère, mais on va passer beaucoup de temps sur quelque chose, et puis voilà, en fait, tout est juste, tout est juste. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de facilité à nettoyer. Et surtout, le transgénérationnel, en fait, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'il a un impact important. D'ailleurs, les constellations familiales, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la libération du transgénérationnel se fait beaucoup plus facilement. Pendant les séances, souvent, j'ai des ancêtres qui viennent, des personnes, et qui me font savoir qu'elles sont blessées et qu'elles ont besoin d'énergie pour pouvoir se libérer. Et en se libérant, elles vont libérer en fait tous leurs descendants. Et même il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'avais pas ça. Aujourd'hui, les ancêtres viennent, se proposent, et disent voilà, il y a ça qui bloque. Bah, est-ce que c'est possible de me libérer? Et on voit bien que quand on leur envoie des énergies, enfin, moi je me demande toujours comment c'est possible, et finalement, on voit bien que la personne après est beaucoup moins impactée, et dans sa vie, ça devient fluide. Alors que voilà, on a juste travaillé sur l'ancêtre principalement et les transmissions. Et c'est incroyable. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur le karma par exemple? On va prendre l'exemple de l'Égypte, le karma égyptien qui revient souvent. Oui, surtout en ce moment. J'ai beaucoup de patients qui ont une période en Égypte. Donc c'est aussi le départ de tout ce qui était magie, la technologie. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui venait se mélanger. Je dirais aussi, en tout cas au niveau de l'Égypte, on ressent quand même d'autres planètes assez présentes. Hein, je dirais, voilà, on sent quand même d'autres énergies qui sont là. Et le fait de nettoyer au niveau de l'Égypte, en fait, tout ce qui s'est passé, il y a eu la médecine, il y a eu beaucoup de choses en Égypte. Hein, l'écriture, c'est pas du tout le début de tout, mais en même temps, moi je sens que c'est quand même une étape charnière, de ça. Donc, et je pense que c'est important de nettoyer. Je ne sais pas où est-ce que tu voulais en venir, mais chaque petite chose qui se sont passées là-bas a un impact ici. Et donc si c'est pas forcément vous, ça peut être du transgénérationnel, des ancêtres ou pour du collectif. Mais en général, on porte des mémoires. On porte aussi des mémoires du collectif qui ne nous appartiennent pas forcément.
Mais chacun qui fait un petit nettoyage de libération va libérer vraiment l'ensemble de nous tous. Voilà, on a tous besoin d'être libérés. Bien sûr, encore une fois, c'est pas pour rien si on est là actuellement. Voilà, c'est pour pouvoir bénéficier des possibilités de libération karmique. En tout cas, selon nous, ce qu'on peut voir régulièrement en séance. Donc, maintenant, on va passer aussi à une notion importante qui était la deuxième partie du titre, c'était la nouvelle Terre, les énergies de la nouvelle Terre. Donc, la nouvelle Terre, si vous êtes là, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Et c'est vrai que le fait qu'on puisse arriver vraiment à un changement de paradigme, à un nouveau monde, une nouvelle société, qui fait partie du sens de l'évolution et du plan divin et du libre arbitre de la planète Terre, puisqu'on parlait de la loi du libre arbitre, et bien la planète Terre a aussi un libre arbitre, et avec son libre arbitre a décidé d'évoluer. Donc nous, si on veut rester et être en harmonie avec elle, et bien il faut aussi qu'on emprunte le chemin de l'évolution, parce que sinon à un moment, un peu, c'est pas une belle métaphore, mais un peu comme un chien avec des puces, elle va vouloir un peu se gratter, se débarrasser un peu de nous. Et puis même nous au niveau vibratoire, à un moment, l'évolution des vibrations va être tellement élevée que la logique, c'est qu'on ne va pas pouvoir suivre ou que ça va engendrer des gros blocages, peut-être même des problèmes de santé ou autres, pour que nous obliger à affronter ça et à participer à la libération collective, ou alors, ben, grosso modo, on va être renvoyé dans un autre plan. Voilà. Et après, c'est une histoire de libre arbitre aussi, encore une fois. Les vieilles âmes qui sont incarnées depuis 100 000 ans, par exemple, sur plein de planètes, pas que sur Terre, et ceux qui sont là depuis 20 000 ans, parce que toutes les âmes n'ont pas eu autant d'incarnations. C'est pour ça qu'il y a des jeunes, des vieilles, peut-être même des moyennes âmes, comme on dit. Ben on ne peut pas demander à quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience qu'il ait le niveau de sagesse de quelqu'un qui s'est incarné 50 000 ans de plus que lui. Donc c'est une histoire de libre arbitre. Il y en a qui vont rien faire, qui vont continuer à être dans la dualité. Et c'est pour ça que l'ancienne et la nouvelle Terre commencent déjà à se côtoyer, et risquent de se côtoyer pendant un moment. Mais il y aura un moment où ces personnes-là seront poussées vers la sortie pour aller se réincarner sur une autre planète qui, elle, vivra encore dans la dualité pendant peut-être des dizaines, peut-être même plus de millénaires, afin qu'ils puissent faire toute l'expérience qu'ils ont besoin. Donc, encore une fois, c'est une histoire de libre arbitre, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est une histoire aussi de sagesse et de maturité d'âme. Et hélas, ben, quand on a des proches qui sont un peu comme ça, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à y faire. On peut semer des graines, mais c'est à eux d'ouvrir la porte de l'intérieur. On ne peut pas les forcer à évoluer. Personne, même Dieu ne nous force pas à évoluer, alors ça serait mal vu qu'on fasse plus que lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire tout ce qu'on ressent avec ce changement, je pense aussi qu'on va vers un air avec plus d'amour, on va être plus proche des uns des autres. Je pense qu'on a l'impression qu'on est dans une grosse dualité et en même temps, je trouve que ça se resserre. On est de plus en plus impacté par l'autre, on a de plus en plus envie d'aider les uns et les autres. Il y a plein de communautés qui se font un petit peu partout, parce qu'on voit bien que, voilà, que ce soit par exemple au niveau de l'argent, ça devient très compliqué de pouvoir payer son chauffage, son électricité, sa nourriture. Pour bien manger, ça coûte super cher maintenant. Enfin, voilà, tout devient quand même compliqué, donc à un moment donné, il va falloir que ça craque. Donc voilà, là, il y a des communautés qui se font, il y a du troc qui se fait de plus en plus. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, on va échanger ce que... Bah, toi, t'as ça, bah, moi, j'ai ça, hop, on s'échange. Et je pense que c'est ça qui va venir dans le futur, parce que c'est ça. On y est déjà, ça se fait doucement, parce qu'on n'est pas habitué actuellement dans ce qu'on vit. Mais on sent bien que la vibration de la Terre remonte. Et c'est là que je voulais en parler. On a des inconforts au niveau du corps. On fait beaucoup de rêves en ce moment. Je ne sais pas vous, si ça vous arrive. Les rêves sont très différents. Il y a même plusieurs mois. Donc, on a plein de rêves dans la nuit. Ça remonte. Il y a plein de choses qui remontent. On a des inconforts au niveau du corps. On a des douleurs, des maux de tête. On a la tête qui tourne un petit peu, des maux de cœur. Ben ça, c'est aussi parce que la Terre est en train de vibrer de plus en plus haut et que nous, on doit suivre aussi. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, on se réajuste au niveau des énergies de la Terre. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a tous ces maux-là. Il y a des gros coups de fatigue. On ne va pas savoir pourquoi on est fatigué alors que habituellement, on ne l'était pas forcément à cette période-là. Donc je pense aussi que c'est relié au collectif, mais surtout à la montée de cette nouvelle Terre qui est en train d'arriver. Voilà, tout
toutes les vibrations remontent, donc nous aussi, on doit suivre. Et voilà, donc ça passe par des inconforts. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, un des prérequis pour qu'on puisse réaliser ce changement en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, c'est aussi d'aller de plus en plus vers l'unité, vers l'amour, comme tu dis, et vers la souveraineté. Pour moi, c'est vraiment 3 valeurs très importantes, presque 3 directions, cheminement qu'il faut mener en parallèle pour pouvoir réaliser ce changement de cap et passer à un autre niveau de notre évolution, au niveau personnel aussi bien que collectif. Parce que sans unité, on n'y arrivera pas. Si on reste divisé, la division, pas besoin de dire, c'est la dualité. Si on n'est pas dans l'amour, ça va être quand même super triste. Voilà, et je vois pas comment on pourrait arriver à un nouveau monde si on reste dans l'ancien, en n'ayant pas le cœur ouvert, par exemple, pour être enfermé. Et ça va être difficile d'être dans l'unité en pensant qu'à soi ou en étant refermé sur soi-même, par exemple. Et la souveraineté aussi, tant qu'on se laissera dicter notre volonté par quelque chose d'extérieur, tant qu'on donnera notre pouvoir à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous, on ne récupérera pas, on n'utilisera pas notre vrai potentiel divin, je puis dire, et du coup, on restera piégé, esclave d'une matrice, d'un système, d'une hiérarchie, de quelqu'un d'autre, et logiquement, c'est pas ce que le plan divin a prévu pour nous. Voilà. Si on souhaite vraiment évoluer, il va falloir aussi travailler, retrouver notre souveraineté et l'exercer aussi dans la matière et dans notre vie de tous les jours. Et entre autres, mais c'est avec aussi ces prérogatives-là, entre guillemets, que la nouvelle Terre pourra se manifester déjà dans notre vie, déjà à l'intérieur de nous. Et puis du coup, une fois qu'elle sera à l'intérieur de nous, elle se manifestera tout autour de nous. Et quand plein de monde auront fait ça, ce qui est déjà en train de se passer à l'heure actuelle, et là, elle se manifestera au niveau du collectif aussi. Après, on se rend compte, pour ma part, qu'en fait, j'ai pris conscience que personne vivait sa vie. En fait. On vit en fonction de ce qu'on nous a donné, et en fait, on se construit. Mais c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, et au final, en fait, on se perd. Et quand on revient à soi, waouh, rien à voir, c'est une autre vie. Mais c'est triste. Mais non, parce que ça doit être comme ça, mais je veux dire, c'est vrai que pour le coup, pour ma part, je me rends compte, je me dis, mais en fait, moi la première, mais j'ai 40 ans, et je me dis, pendant 40 ans, j'ai vécu la vie qu'on m'a dictée, mes parents, ce qu'on m'a donné, en fait. Mais au final, on se dit, personne vit sa vie, en fait. On vit, voilà. Faut se marier, faut avoir la maison, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Je pense qu'en fait, on n'apprend pas aux gens à être heureux. On apprend à vivre... C'est des programmations. Ouais, c'est ça. Parce que le système, de toute façon, souhaite pouvoir nous contrôler. Évidemment. Et qu'on continue d'être un petit soldat, un petit esclave de la machine. Donc il doit nous mettre dans des cases. Après, sortir de ça, les gens pensent que c'est pas forcément tout balancer dans sa vie, mais c'est juste une prise de conscience. Et aller travailler en pleine conscience, c'est ça. Et de se dire, je vais travailler, parce que voilà, on vit dans un monde comme ça et qu'il faut, mais en être en pleine conscience. Et se dire, c'est pas ça ma vie. Exactement. Voilà, c'est se dissocier, je pense, pour moi, de ça. Tout à fait. Ouais. Il y a autant de choses à déprogrammer qu'à reprogrammer. Oui, c'est ça. C'est un double travail, vraiment. Il faut vraiment faire le vide pour faire le plein et se réaligner avec soi-même au final. Et c'est pas facile tous les jours. Alors, du coup, je vais être redondant encore, désolé, mais c'est des choses pour moi importantes. C'est le rôle que tout un chacun qui est suffisamment en conscience éveillée peut avoir dans cette période-là, pour du coup faire un petit peu, pas un très beau terme, mais un petit peu tache d'huile, si vous passez l'expression, et que sa façon de voir les choses, sa façon de vivre, finalement finissent par donner l'exemple aux autres, puisque quand les gens vont voir que vous êtes heureux parce que vous avez choisi d'obéir à d'autres règles que peut-être celles dictées par la société, ou de prendre en tout cas un peu plus de distance par rapport à certaines choses qui nous sont inculquées depuis toujours, si je puis dire, et forcément ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, lui, il a changé, elle a changé, elle a l'air bien, elle est rayonnante, elle est souriante, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et là, peut-être qu'ils viendront vous voir pour vous dire, comment ça se fait, t'es rayonnante aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air vraiment heureux, et là, là, vous aurez l'occasion de semer une petite graine. Et si chacun fait ça déjà, ça va se répandre de plus en plus. C'est sûrement ce que vous faites déjà tous, par vous-même et autour de vous, mais je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut continuer à aller. Sans pour autant enfreindre le libre arbitre des autres, on est d'accord. C'est ça. Alors, du coup, on voulait peut-être un petit peu parler de clés pratiques par rapport à la libération karmique. Le problème avec la libération karmique, entre guillemets, le problème,
c'est qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on va pouvoir vous donner aujourd'hui certaines clés, sûrement certaines que vous connaissez déjà, mais on ne pourra pas vous transmettre notre technique en un claquement de doigts, ou vous dire que vous allez pouvoir vous libérer de la majorité de votre karma avec un coup de baguette magique. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Voilà. Et du coup, après en parallèle, on va parler aussi de la technique qu'on utilise, de libération karmique, qui est assez large et qui ne travaille pas que sur le karma terrestre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est tributaire, on est impacté par tous les karmas qu'on a créés, dans toutes les dimensions on s'est incarné. Et avant de s'incarner sur Terre, ou en parallèle, on s'est incarné sur par exemple les plans galactiques. Donc ce qu'on a créé aussi vis-à-vis d'autres planètes ou d'autres types d'êtres, et même dans des incarnations différentes où il n'y a pas forcément un corps physique, et ben, quand on a créé du karma, ça nous impacte aussi. Donc l'approche qu'on a, c'est vraiment une approche multidimensionnelle, plan par plan d'incarnation par plan d'incarnation. On commence du plus dense, le terrestre, et on monte dans des plans de plus en plus éthérés. Et à chaque séance, on libère la majorité du karma, la majorité des vies. On ne libère pas 100% du karma, en tout cas pour l'instant on ne peut pas, mais on est en général, j'aime pas trop mettre des chiffres, c'est compliqué de mettre des chiffres là-dessus, mais l'accord avec là-haut, c'est minimum 51%, parce que pour pouvoir passer à l'étape supérieure de notre évolution, il faut avoir au minimum libéré 51% de son karma, mais dans les faits, on arrive parfois à du 70-80% assez régulièrement. Donc c'est des... Mais par contre, ça se fait en plusieurs étapes, puisque ben, chaque séance, ça va être l'ensemble des incarnations pour un plan d'incarnation. Et comme il y en a un certain nombre, ben, même si c'est immense les libérations qui sont transmises à chaque étape, eh ben, il y en a quand même un certain nombre avant d'avoir libéré au moins 51% de notre karma. Et c'est des choses très importantes. Je lui perds à chaque fois. Donc, comme on disait tout à l'heure, ben, ce qui est très important, c'est de prendre sa responsabilité karmique. Sortir du déni, sortir de la victimisation aussi, parce que c'est un piège, les deux sont un piège. On a parlé du déni tout à l'heure, la victimisation c'est pareil. Tant qu'on croit être la victime des autres, ben, on donne à l'autre quelque part notre propre pouvoir. On se dédouane aussi de notre responsabilité, de ce qu'on a pu faire dans la situation. Parce que même si c'est l'autre qui nous a fait du tort, ben, à un moment ou à un autre, on a aussi une relation, c'est 50-50. Et ben, si on n'avait pas ouvert notre porte à cette personne, ben, il n'aurait pas pu nous faire du tort aussi. Donc quelque part, quoi qu'il en soit, on a toujours une part de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sortir de la victimisation pour se réapproprier son propre pouvoir et du coup pouvoir agir concrètement sur la situation. Tant que c'est que de la faute des autres, on ne se remet pas en question et on va continuer à répéter les mêmes schémas. Et ça, c'est vraiment... la victimisation, c'est un immense piège qui maintient les gens dans un état de non-évolution, si je puis dire. Parce que c'est voisin du déni. C'est un autre mécanisme, mais c'est aussi limitant les deux, quoi. Il faut faire attention et à la victimisation et au déni. Une chose aussi très... Vas-y, dis-moi. Et moi, je rajouterais, c'est indispensable aussi de se faire le Ho'oponopono à soi-même. Très bien. En fait, on a toujours fait de notre mieux. Et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas se libérer si on reste bloqué sur nos regrets, ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on ferait peut-être autrement. Mais ce qui compte, c'est de se pardonner. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà. Parce qu'en fait, souvent, c'est plus facile pour certaines personnes de demander pardon aux autres que de se pardonner soi-même. Alors que je pense que la base, c'est déjà de se pardonner soi-même. Et c'est encore un autre piège avec la victimisation et le déni, parce que bien souvent, les libérations, tout le monde est OK. Les âmes à qui la personne a pu faire du tort, les plans supérieurs, l'âme de la personne, et ben c'est la personnalité qui va rester dans la culpabilité, qui va bloquer la totalité, enfin la phase la plus importante de la libération. Donc c'est vraiment trop dommage de se dire que ben, au final, c'est nous-mêmes qui nous auto-enfermons, encore qui nous auto-verrouillons dans ces karmas et dans ces situations-là. Donc effectivement, le Ho'oponopono vis-à-vis de soi-même, ça peut être une très bonne façon de faire pour se pardonner à soi, mais travailler le pardon de soi aussi, c'est très important, et l'amour de soi aussi. Et l'amour de soi. En fait, ça montre juste que ça rejoint, en gros, on est notre propre bourreau, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tout vient de là, quoi. Bien sûr, Ouais, parce que personne, à part, bon, dans certaines religions, mais personne, en tout cas dans les plans supérieurs, ils en ont rien à faire qu'on va se culpabilise, qu'on s'auto-flagelle, eux ils en ont, mais rien à faire parce que ça change rien à la situation. Bien sûr. Ce qui change la situation, c'est de se retrousser les manches pour aller compenser ou rectifier ce qu'on a fait. Ou faire un travail de libération karmique avec voilà, quelqu'un qu'on ressent bien idéalement, parce que s'il y a du karma avec les personnes à qui on fait appel, c'est compliqué. Et une des premières étapes qu'on fait, nous, dans les séances, c'est de libérer le karma qu'on pourra avoir avec la personne qui fait appel à nous, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence karmique. Parce que tout à coup, on va être beaucoup plus dur, beaucoup plus dans le jugement, ou moins de patience, plus agacé qu'on le serait pour une autre personne. Voilà.
c'est qu'il y a du karma, tout simplement. Par exemple, si je dis, par exemple, les gens peuvent dire oui, mais ah oui, mais il y a un truc karmique, c'est mes ancêtres, en gros. Mais en fait, tu as la possibilité, toi, de. En fait, c'est encore être victime. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est mes ancêtres. Mais toi, tu as la possibilité de revenir là-dessus et de. Donc en fait, c'est toi. Notre responsabilité. Notre responsabilité. Et là-dessus, il y a quelque chose que peu de gens savent et qui est très très intéressant à dire, c'est que bien souvent, on s'est incarné nous-mêmes dans nos lignées auparavant. Donc on a participé à créer également notre karma transgénérationnel. Donc là, on ne veut pas dire c'est nos ancêtres. C'est nos ancêtres, c'était nous à un moment. Bien sûr. Voilà. Et c'est des petites choses qui permettent de. C'est juste une prise de conscience. Voilà, tout simplement. C'est le but. Voilà. C'est comment aider les gens à avoir l'ouverture, à avoir cette vision globale des choses. Donc voilà, certains autres outils aussi qui peuvent vraiment aider. Voilà, comme l'a dit Wera, c'est le pardon. Voilà, nous, il y a beaucoup de travail sur le pardon, avec des énergies aussi, tout un processus, avec des énergies de libération, de pardon, les 8 énergies de réunification. Voilà, donc de médiation entre les âmes avec qui il y a eu du grabuge, puisque rien que quand elles se sentent considérées, par rapport aux millions de personnes, aux milliards de personnes qui ne font rien, quand une âme se sent considérée, quelque part elle va arrêter de nous hanter, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les âmes sont fragmentées quand on fait du tort à quelqu'un qui a un traumatisme, il y a une partie de cette âme qui va être coupée, fragmentée. Cette âme, elle ne va pas pouvoir remonter tant qu'elle ne sera pas guérie, qu'elle n'aura pas trouvé la paix. Donc bien souvent, on est relié à ces fragments qui peuvent nous attendre même de vie en vie et se reconnecter à nous. Et du coup, ils vont quelque part nous hanter, nous faire des blocages, nous créer des interférences. Et c'est une façon de nous faire payer le karma. Mais c'est aussi une façon de nous dire, un petit peu comme les personnes qui sont passeurs d'âme, coucou, on est là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'il ne serait pas le temps maintenant de nous libérer de tout ça, alors que ça peut durer parfois depuis des millénaires? Donc c'est des choses aussi très importantes, le pardon à soi, aux autres, et d'être vraiment volontaire par rapport à ça, même si c'est un peu abstrait, c'est difficile, puisqu'on n'est pas conscient souvent de nos vies antérieures ou de tout ce qu'on a pu faire. Mais par contre, je peux sans trop me mouiller vous dire que tous ici, vous avez des êtres à qui vous avez pu faire du tort, d'autres qui vous ont fait du tort aussi, et qui du coup attendent un pardon pour pouvoir être libérés, et aussi pour pouvoir vous libérer vous. N'hésitez pas à faire du Ho'oponopono. J'ai une petite chaîne YouTube à mon nom et mon prénom. Et il y a le Ho'oponopono, si jamais pour une première fois vous avez envie, je vous guide dans une méditation guidée, dans une vingtaine de minutes avec le Ho'oponopono. Et n'oubliez pas de le faire aussi à vous-même, parce que je me souviens plus des choses. Voilà. Donc une autre technique qui est accessible à tout le monde, en plus du Ho'oponopono, qui va vraiment aider, mais encore une fois, voilà, ça ne pourra pas libérer le karma sur des centaines d'incarnations en même temps, c'est la flamme violette, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être même tout le monde. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas la flamme violette ici? Tu ne connais pas? Donc la flamme violette, ça fait partie des rayons et des flammes sacrées qui sont des énergies qui nous sont transmises par intermédiaire des archanges et des maîtres ascensionnés et qui sont de couleurs différentes. Voilà. À l'origine, il y en avait 7. Moi, en 2015, j'en ai reçu 5 de plus, 12 du coup. Et en fait, des fréquences comme ça, il y en a plein. Et du coup, moi, ça a changé ma vie quand je les ai reçues. Et du coup, j'ai commencé vraiment à les partager avec le plus grand nombre, puisqu'il n'y a pas besoin d'être initié pour pouvoir travailler avec ces énergies. Et c'est ça qui est super. Et elles sont vraiment complémentaires entre elles. Et par exemple, le rayon bleu de la volonté divine, il va servir aussi à la protection énergétique et au dégagement, entre autres. Et il est supervisé par l'archange Michael et le maître ascensionnel Moria. Et chaque rayon va nous aider à avancer, à nous sortir de situations et à évoluer aussi, parce que c'est à la fois des outils énergétiques qui peuvent aider pour les soins, mais aussi des outils d'évolution spirituelle, puisque chacun a des qualités qui lui sont propres et qu'on intègre en nous en se connectant à ces énergies. Et la flamme violette, c'est une énergie, entre autres, de transmutation des énergies négatives. Donc quand on va travailler avec elle, par les décrets par exemple, c'est plus connu celui de la flamme violette, c'est je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. En répétant ce décret, moi je suis très décret, donc je dirais minimum un quart d'heure, mais on ne le répète jamais trop. Donc même si vous le faites 3 heures, vous allez être encore plus libéré, c'est tout. Voilà. Moi ça m'est arrivé une fois où je m'étais endormi en le faisant et je me suis réveillé dans la nuit en le faisant. Et là j'ai dit bon, peut-être je calme un peu les décrets. C'est clair, ouais, c'est bon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fantastique, ça marche beaucoup. Et c'est un petit peu, à chaque fois qu'on le dit, on va enlever une couche. Voilà. Quand il y a des choses qui sont très incrustées, faut pas hésiter. Ah, il y a tout qui s'envole là. Faut pas hésiter à dire un paquet de fois. Tu as eu des signes quand j'ai reçu la Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je voulais en parler, alors je vais en parler brièvement. Donc, en 2011, j'ai commencé par une formation au Reiki Usui. Et très rapidement,
ben, j'ai senti vraiment que c'était mon truc de faire des soins énergétiques, que c'était ma vocation. Donc l'année d'après, j'ai fait le niveau 2 et 2 ans après, j'ai fait le niveau 3. Sauf qu'entre-temps, donc je vous la fais rapide, mais je vous dis un peu voilà, ce parti à mon parcours. Au début, quand j'ai commencé, je savais que j'étais là pour faire des soins, mais je n'avais pas encore suffisamment confiance en moi pour les faire sur des humains. Donc j'ai appelé la SPA du coin où j'habitais et j'ai demandé à la personne, je me suis passé pour un magnétiseur à l'époque parce que je me disais que c'était peut-être plus accepté. Et j'ai proposé de faire des soins en bénévolat sur des animaux. La personne a accepté et du coup pendant un mois je suis venu tous les jours, elle m'a confié 3 chiens qui avaient 3 trucs totalement différents. Et quand je voyais eux ce qu'ils ressentaient pendant que je faisais les soins et moi ce que je ressentais pendant et après, je me suis dit c'est ma vocation, même si je ne gagne pas grand chose, rien que ce que je ressens après c'est un salaire en lui-même. Donc là, je savais que j'étais sur la piste. Sauf que, quelques temps après, j'ai commencé à proposer donc, des services pour des humains, et là, au bout de très peu de temps, je m'ennuyais pendant les séances. Et là, je savais que c'était mon truc, mais que je m'ennuie en si peu de temps, en 1 an et quelques, je me suis dit, c'est pas normal. Si c'est quelque chose que je suis censé faire pendant des dizaines d'années, je m'ennuie au bout d'1 an, il y a quelque chose qui va pas, il manque quelque chose. Et là, par intermédiaire donc, de ma collaboratrice Sandrine Vandamme, avec qui j'ai écrit le livre et j'ai fait le petit oracle des archanges, elle m'a transmis un PDF d'auto-initiation à la flamme violette. C'est pour ça que pour moi c'est très important. Et donc un PDF d'auto-initiation, il y a la description de la flamme violette, comment l'utiliser, dans quel cas elle nous aide, et il y a une phrase de connexion qui permet de la recevoir en initiation. Et quand j'ai lu cette phrase, là j'ai été pris dans un rayon qui faisait toute la taille. J'ai senti une énergie incroyable, j'avais jamais senti quoi que ce soit avec Reiki ou autre expérience que j'avais pu avoir d'aussi puissant. Et tout à coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans une sorte de sas, là je comprenais plus rien. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé au-dessus de la terre avec 2 anges à côté. Voilà. Donc ils étaient faits vraiment selon les représentations chrétiennes et autres, peut-être pour que je sois pas trop dépaysé. Et là, ils m'ont dit, bon bah c'est le premier voyage que tu fais, tu peux choisir où tu veux aller. Et quelques jours avant, parce que j'ai entendu parler de la Terre creuse, pas la Terre plate, hein, la Terre creuse, ben, ça serait la croyance qu'en fait, il y aurait un monde à l'intérieur de notre monde, où il y aurait des civilisations qui ne sont pas bougées, grosso modo, depuis l'Atlantide, donc qui sont très très évoluées. Bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins évoluées aussi en parallèle, et qui aurait donc une source lumineuse aussi intérieure, avec une végétation luxuriante. Ben, je vais vous raconter tout ce que j'y étais. Et donc là, à la vitesse de la pensée, ils m'ont dit on y va. À la vitesse de la pensée, on a foncé sur la Terre, au pôle Nord, et là on est passé à travers une cavité, et on s'est retrouvé donc dans une jungle luxuriante, comme en Amazonie, avec une source lumineuse dedans, et là on volait du coup. Hein. Et là en passant, j'ai vu un stégosaure, donc un dinosaure, et des temples type, les temples, le temple d'Angkor, je suis nul en géographie, je ne sais pas si vous avez entendu parler du temple d'Angkor. Bon bah c'est je ne sais pas si c'est Indonésie ou quoi, mais bon, c'est pas le style de l'Inde, c'est pas le style Inca, ni égyptien, c'est encore un autre style. Mais voilà, un très très vieux temple. Et puis j'ai fini par arriver dans une sorte de base technologique, avec des êtres à la peau bleue, habillés avec des sortes de combinaisons auprès du corps. Et là, il y a eu un certain nombre d'échanges, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Et une fois que je suis sorti de là, ils m'ont dit, ben, où c'est que tu veux aller, tu as encore le droit de choisir une destination. Et là, comme je suis un peu farfelu parfois, j'ai dit, ben, je veux voir l'autre côté, la face cachée de la Lune. Sauf que là, donc, pareil, à vitesse de la pensée, donc en 3 secondes, on était là-bas. Sauf qu'au moment où on passe de l'autre côté de la Lune, là, je commence à voir une sorte de base ronde, noire. Ça a fait peur. J'ai dit, oh là là, on arrête, demi-tour, demi-tour. Et là, je suis redescendu. Et quand je suis redescendu, je me suis dit, j'avais jamais vécu quoi que ce soit de près ou de loin qui ressemblait à ça. Je me suis dit, là, les flammes et les rayons, il y a quelque chose pour moi. Et je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait 6 autres flammes, parce qu'à l'époque, on parlait que des 7. Et je me suis renseigné. Et là, j'ai vu que les autres PDF, même pas avec quelqu'un en face, juste un PDF d'auto-initiation, c'était 150 € le PDF. Sauf que moi, à l'époque, j'étais au RSA, donc je me suis dit, c'est mort, je vais mettre 6 mois, 1 an pour toutes les avoir. Et là, en fait, dès le lendemain, j'ai reçu rayon blanc. Et puis après, le jour d'après, rayon bleu. Haute voyage astral, je rencontre l'archange du rayon, le maître ascensionné du rayon. Ça dure à chaque fois 1h30, 2 heures, des expériences incroyables. Et quand j'ai reçu les 7, et ben là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui redescendaient, le jour d'après. 8, 9, 10, 11, 12. Et à partir de là, j'ai continué à recevoir des choses pendant 6 mois tous les jours, mais là, c'était plus des rayons, c'était des initiations aux énergies Isis, Osiris. Et au bout de 1 mois, je n'ai plus su ce qu'on me transmettait, mais pendant 1h30 tous les jours, je réceptionnais. Et au bout de 6 mois, il y a des personnes qui sont venues me voir pour des problématiques que je n'étais pas censé pouvoir aider. Et là-haut, on me faisait comprendre que si,
on m'avait transmis, sans me le dire, des énergies qui pouvaient les aider. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire parler, à créer la page Facebook des 12 rayons sacrés, la chaîne YouTube, le site, et on a eu tout de suite beaucoup de monde, puisque moi, ces énergies, elles avaient changé ma vie, elles m'avaient transformé radicalement, elles m'avaient fait sauter plein de blocages, rien qu'en les recevant. Donc je me suis dit, il faut que je les partage. Et là, bon, il y a quelques années maintenant, j'ai créé sur ma chaîne YouTube où il y a plus de 80 soins en accès libre. Donc on vous le fera noter si vous le souhaitez. De toute façon, si vous souhaitez, on aimerait bien aussi que vous nous donniez votre adresse mail. Alors on ne va pas vous spammer, on communiquera que sur ce qui se passera dans la région et au moins une fois sur nos sites, tout ça pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller voir un petit peu ce qu'il y a d'accessible dessus. Et du coup, j'ai réalisé, pour passer le flambeau à mon tour, l'initiation à la flamme violette en vidéo. Et il y a plus de 60 000 personnes qui l'ont vu en tout cas. Pas sûr qu'il ait tout fait, mais ils l'ont au moins tous vu. Donc je pense qu'on a quand même un bon millier qui l'a fait, voire un peu plus. Et du coup, voilà, c'est ma passion aussi de passer le flambeau. Et je le place aussi à travers le livre que j'ai coécrit. Jusque dedans, il y a les initiations aux 7 rayons pour que le maximum de personnes puissent aussi commencer à travailler avec ces énergies qui, moi, ont changé ma vie. Voilà. Et ça, c'était avant le karma. Et au bout de quelques temps, au bout d'un an, alors là, je m'embêtais plus pendant les séances. Hein. C'était l'éclate, c'était top, tout le monde était content, il y avait des bons résultats. Mais j'ai vu que certaines fois, au bout de 2-3 mois, les problèmes qui s'étaient améliorés revenaient. Et là, j'ai mis l'intention, qu'est-ce que j'ai fait? De demander à Lao de pouvoir libérer le maximum de personnes du maximum de choses. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir les enseignements sur le karma. Voilà. Et là, bon, c'était beaucoup moins lumineux, surtout au début, mais ça permettait aussi de libérer des choses plus en profondeur. Donc voilà pour mon parcours que j'aurais dû dire au début, je m'en excuse. J'ai des choses à rajouter. Vas-y. Sur le karma, en fait, j'ai l'impression que nous, en étant dans la matière, sur la Terre, on a beaucoup plus de facilité à faire ce nettoyage ici que sur les autres plans. Et je pense que c'est pour ça qu'on est amené à faire un gros nettoyage ici, parce que sur les autres plans, ça a l'air beaucoup plus difficile. D'ailleurs, dans nos ancêtres, quand ils viennent nous voir pour faire du nettoyage sur certaines choses, ils ont besoin de nous ici pour pouvoir les nettoyer. Déjà, tout ce qui s'est passé dans la matière, c'est nettoyé dans la matière. Ils ne peuvent pas, dans les terres, nettoyer de la même façon que nous, on va pouvoir nettoyer ici. Donc voilà, ça c'était aussi important de dire que voilà, c'est pour ça qu'on a autant à nettoyer en fait. Et c'est pour ça qu'on vient se réincarner. Et Voilà, vous connaissez, ouais. Vous connaissez peut-être un grand maître, un grand yogi, bon, il y a quelque temps maintenant, Yogananda, ça vous dit quelque chose? Bon, c'est une des personnes qui a popularisé le yoga aux États-Unis et aussi les enseignements de la spiritualité indienne. Bon, c'était il y a déjà 70 ans, je crois. Et lui, il dit aussi que une âme, même quand elle est très élevée, qu'elle a passé donc le plan de la matière, qu'elle est dans des plans très élevés, elle va vivre un certain nombre de siècles ou de millénaires dans cette temps, mais tôt ou tard, elle va revenir sur Terre s'incarner à cause du karma qui reste à équilibrer. Donc c'est vraiment ça. C'est comme si, pour libérer le karma, il fallait passer par le plan terrestre. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient se réincarner. Donc, une des possibilités, mais ça peut être une motivation, mais il n'y a rien pour l'instant qui est gravé dans le marbre, c'est si on veut sortir du cycle des réincarnations, en libérant la majorité de son karma, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir en sortir. Mais ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi réaliser la mission qu'on est venu réaliser ici. Mais si on se libère de la majorité du karma et qu'on réalise notre mission, logiquement, il n'y a plus de raison qu'on reste sur ce niveau-ci. On pourra monter pour continuer notre vie, notre évolution sur d'autres plans. Par contre, c'est le grand patron qui décide. Moi, je sais que même si j'ai la chance d'avoir fait ce que j'avais à faire quand je partirai, s'il me dit tu redescends, je redescends. Voilà, c'est encore autre chose. Moi, je sais pas. Je voulais rebondir aussi sur la flamme violette. Donc moi, ça a été très différent de Jean-Fred. En fait, en 2015, dès que je sentais que je me sentais pas bien ou quoi que ce soit, je voyais des couleurs violettes quand je fermais les yeux. C'était un peu violet, donc je me demandais ce que c'était. Et puis j'ai ressenti que quand j'avais des cristaux, des choses comme ça, j'ouvrais mon robinet d'eau fraîche, je le mettais en dessous, et tout d'un coup il y avait comme une flamme violette qui allait en dessous mon cristal et qui le nettoyait, qui le purifiait. Et j'ai entendu Maître Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Donc là on n'en a pas parlé. Donc je vais te laisser en parler parce que c'est beaucoup plus... après, on a encore un peu de temps, Christophe? Ok. Parce qu'on aimerait bien finir, si vous le souhaitez, on n'a pas encore tout à fait fini, mais on n'est pas très loin, finir par un petit soin avec la flamme violette. Si jamais ça vous dit, on vous dira comment faire. Et on fera une petite méditation soin pour que
que voilà, vous puissiez aussi repartir peut-être un peu plus léger. Et donc pour la flamme violette, vous pouvez très bien mettre devant votre porte de maison par exemple, hein. Moi je me dis visuellement, je mets un rideau violet, à chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, il est déjà nettoyé, purifié quand il rentre, hein. Voilà, quand il ressort, il récupère ce qu'il a récupéré, si c'est nettoyé, c'est parce que c'est juste. Ça m'arrive aussi de temps en temps de faire un sol. En fait, chez moi, c'est comme si que le sol de partout, c'était la flamme violette. Donc ça va purifier et nettoyer toutes les énergies de la maison. Donc voilà, on peut l'utiliser à sa façon. En fait, ce qui compte, c'est que vous fassiez confiance. Faites ce que vous ressentez sur le moment. Ça vous parle, on y va. Ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous convient pas. Mais si ça vous parle et que vous avez plutôt l'impression que voilà, ça doit être autrement, ça doit arriver autrement, ou c'est une autre couleur, faites-vous confiance, faites-le comme vous le ressentez. Voilà, nous, on vous donne ce que nous, on a vécu, nos façons de voir, mais vous, ça peut être complètement différent. Et ce qui compte, c'est ce que vous ressentez et ce que vous avez. Voilà, il n'y a pas... Voilà, moi, je n'avais pas fait de formation ni rien, ça m'arrivait comme ça. Vous, ça va être autrement, et chacun voilà, a son truc. Donc vraiment, il faut se faire confiance. Aujourd'hui, on a le droit de se faire confiance. On a le droit de croire en soi et en ce qu'on ressent et de l'utiliser. Voilà, à partir du moment où c'est dans un élan d'amour, et de lumière. Et malgré tout, loi du libre arbitre, je reviens, hein, s'il y a d'autres personnes qui sont en compte, il faut quand même demander à leur âme. Si c'est pas possible de leur demander directement parce qu'ils sont pas ouverts, parce qu'ils sont pas en présence avec vous, demandez à leur âme. Et si vous sentez une expansion au niveau du cœur où tout va bien, en général c'est que c'est bon. Si vous sentez au contraire que ça se referme ou un malaise, bon bah là n'insistez pas. Voilà. Mais là en plus vous êtes sûr de vous mettre à l'abri puisque vous respectez les lois cosmiques. Moi j'ai une petite phrase comme ça que je dis tout le temps, si c'est juste pour la personne, si c'est en accord avec son âme et si c'est en accord avec les plans supérieurs, que ce soit fait. Voilà. Et si c'est pas juste, que ce ne soit pas fait. Donc ça vous permet aussi vous de vous protéger, de protéger la personne et voilà, faites seulement ce qui est juste sera fait. Exactement. On assure ses arrières et on évite de recréer du karma. On évite de faire du mal, ou des choses qui ne doivent pas être faites. Comme quand je mets mon rideau violet devant ma porte de maison. Voilà. Et voilà. Donc là, on va un petit peu vous expliquer brièvement, parce qu'on a quand même pas mal parlé, notre approche de la libération karmique, donc, qui m'a été transmise à partir de 2017, au fur et à mesure, et ça fait que 3 ou 4 ans qu'elle est entre guillemets complète, même si elle se peaufine au fur et à mesure du temps. Je continue à l'améliorer en fonction des accompagnements que je peux faire, des retours que certaines personnes que j'ai formées peuvent me faire, et puis moi aussi, des évolutions que je reçois. Et donc c'est une libération, comme je vous l'ai dit, plan d'incarnation par plan d'incarnation. On libère à chaque fois le karma sur la majorité des vies antérieures. On n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque vie, parce que il faut savoir qu'on est entre 150 en moyenne et 350 à 450 incarnations par plan d'incarnation. Donc si on s'arrête sur chaque vie, en 500 ans on y est encore. Donc moi mon approche c'est vraiment, on fait du gros nettoyage, un gros coup de Karcher. Il y a certaines images de certaines vies antérieures qui vont remonter spontanément chez les personnes pendant la séance, même si d'habitude elles ne voient rien. Là, des fois, certaines personnes vont voir très bien pendant la séance, parce qu'il faut que ça remonte à la conscience pour être libéré, pour être pris en compte. Mais dans la majorité des cas, ça va être libéré de toute façon à partir du moment où on est OK avec là-haut, que l'âme de la personne est OK, que les autres êtres qui sont reliés à ces karmas sont pris en compte aussi et sont libérés aussi. On fait monter toutes les âmes qui pourraient être reliées à ces karmas, par exemple. On ne travaille pas juste sur la personne, on va évidemment aider la personne, mais pour aider la personne, il faut aider tous les autres êtres à qui elle est reliée au niveau karmique. Et là, du coup, il n'y a plus personne qui va bloquer puisque ça bénéficie à tout le monde. Voilà. C'est énorme parce que c'est énorme. Voilà, il n'y a pas 4 personnes quoi. Non. Voilà, donc je me dis c'est une grosse libération quoi. C'est du gros. C'est du gros et c'est pour ça que c'est au maximum 1 par mois. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, au niveau du karma personnel, on travaille sur 12 plans. Donc, je vais brièvement vous les dire, pas besoin de les retenir. Hein. Donc, le deuxième, c'est le plan galactique, qui est très très relié au plan terrestre depuis toujours, avec effectivement, là on est dans les films de science-fiction, là c'est les civilisations extraterrestres, les hautes technologies, tous les abus qu'il y a eu aussi de ces hautes technologies, les implants, le système de contrôle mental, mauvaise utilisation aussi de véhicules. On a été dans des endroits où on n'aurait pas dû aller, où on a pu même mal utiliser certains véhicules, ou encore une fois c'est technologie. Il y a aussi manipulation d'ADN, ça revient souvent sur ce plan galactique, déstabilisation d'écosystèmes aussi, qu'on a fait. On s'est pris un peu pour Dieu sur d'autres planètes et qu'on a foutu un peu le bins. Voilà. Et du coup, c'est des karmas assez lourds aussi, ça. Et ça nous impacte principalement au niveau du corps mental. Donc, ce qui vient souvent, à chaque nettoyage karmique, ce qui s'améliore pour tout le monde, après c'est spécifique pour chacun, mais ce qui revient tout le temps, c'est le meilleur ancrage.
parce qu'on rectifie ce qu'on a mal manifesté dans la matière. Il y a une sorte de sécurité divine, on va dire. Si on manifeste des choses trop négatives dans la matière, l'incarnation d'après, on aura moins de capacité de manifestation, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour toutes les capacités. C'est comme ça qu'à la fin, on se retrouve avec quasiment plus rien d'actif. Donc là, en rectifiant petit à petit tout, ce qu'on a fait avec nos capacités, y compris la manifestation de la matière, on récupère plus de capacités, plus de marge de manœuvre. Et après, on est testé. Donc, si on l'utilise bien, ça s'ouvrira encore. Si on refait n'importe quoi, bon, faut pas arriver, ça va se refermer. Voilà. Et donc après, il y a le plan divin. Donc le plan divin, c'est pas ce qu'on a fait là-haut, c'est ce qu'on a fait sur Terre en tant que prêtre, prêtresse ou avatar de divinité. Donc le cocktail, c'est des capacités divines quasi illimitées avec un ego et un mental humain. Donc là, ça parle de mauvaise utilisation des enseignements, autodivinisation, aussi rituels, sacrifices, magie, etc. Et souvent, c'est dans les époques antiques, Inde, Égypte, comme on a dit, Grèce, mais ça peut être aussi tout simplement des vies où on a été prêtre ou prêtresse ou nonne, ou voilà, des choses comme ça. Voilà, et puis après on continue, on monte encore. Après on passe au plan intergalactique, cosmique, donc c'est galactique mais à une échelle plus large. Après on passe au plan intraterrestre, là on descend et on va sous terre comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Ensuite après on remonte là-haut, on est au plan céleste. Donc le plan céleste c'est le plan des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, et aussi le plan et des guides, le plan où on peut aller entre deux vies. Parfois entre deux vies on va aller sur ce plan-là pour apprendre des choses, travailler certaines choses, ou même vivre une incarnation de guide et guider certains terriens. Mais pareil, des fois on ne fait pas toujours que du bon. Donc on peut aussi avoir créé du karma sur ce plan-là, ou vis-à-vis des êtres de ce plan-là, et du coup le nettoyer, ça fait pas mal de libération. Ensuite on redescend entre guillemets, ah non c'était avant, pardon j'ai oublié, le plan astral. Alors le plan astral c'est pareil, c'est tout ce qu'on a fait qui a impacté l'astral, donc souvent ça va être avec la magie, avec les entités négatives, les pactes, les vœux, les contrats, les rituels, tout ça. Et ce plan-là qui moi me faisait très peur au début, et qui est souvent un qui est très très chargé, et bien en fait il est libéré d'une façon magnifique avec énormément de douceur parce qu'il est libéré par l'amour divin. C'est toutes les énergies qui sont en présence pour libérer le karma qu'on a pu faire sur ce plan-là, c'est de l'amour du créateur. Donc il n'y a rien qui résiste et il y a tout qui se dissout avec grande fluidité et du coup c'est magnifique et ça va nous permettre d'avoir une plus grande ouverture du cœur et de libérer aussi certaines choses qui pourraient être bloquées à ce niveau-là. Donc vraiment chaque plan, je n'ai pas pu énumérer tous, ça ne sert pas à grand chose, sinon on pourrait le voir sur notre site. Tous permettent de libérer des choses spécifiques en nous, qui ont tous pour but de nous redonner quelque part notre potentiel divin, notre alignement avec notre âme, notre capacité d'action dans la matière et j'ai envie de dire aussi dans d'autres plans, aussi réactiver parfois nos capacités et faire en sorte qu'on soit de plus en plus léger, libéré, qu'on intègre aussi les compréhensions des expériences qu'on a fait dans le passé et qui ont porté atteinte et qu'on a libéré à travers ce processus-là. Donc c'est un processus qui prend au bas mot 1 an. 12 plans, 1 an, une par séance, mais après vous pouvez commencer et vous arrêtez quand vous voulez, libre arbitre. Mais c'est sûr que au fur et à mesure des évolutions, la plupart des personnes qui commencent vont jusqu'au bout parce que à chaque étape, on voit une différence. On voit une différence. On n'a pas parlé, par exemple, le karma amoureux. Donc, il y a des gens qui ont des blocages, qui n'ont pas bien rencontré une personne ou pas rencontré la bonne personne, c'est toujours catastrophique. Eh bien, on va nettoyer surtout des contrats, des pactes, des vœux, des serments, des choses qu'on a faites dans les anciennes vies. Comme, c'est bête, hein, mais souvent quand on est ado, ah mais je vais t'aimer jusqu'à la fin du temps, il n'y aura que toi. Ah ouais, mais ça bloque tout ça. Et ouais, et ça c'est, du coup c'est scellé. Et on a fait ça dans des vies, des vies et des vies. Et donc je fais souvent le nettoyage du karma amoureux et ça est quand même très régulier. En général, dans les 3-4 mois, ils ont rencontré quelqu'un. Alors c'est pas forcément la bonne personne, mais ça déverrouille et ça leur permet d'aller trouver la personne après. À chaque fois, c'est une bonne expérience en fait. Et ça leur permet de retourner sur le marché, je dirais, hein, parce que voilà, c'est pas facile. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils étaient seuls. 10 ans sans trouver. Mais voilà, avec des contrats comme ça, ou des pactes au niveau des religions, on a fait la chasteté ou les choses comme ça, c'est pareil. Ça bloque. Ça va bloquer dans notre sexualité ou ça va bloquer complètement la sexualité, donc on ne va pas rencontrer personne. Pourtant, on ne va pas être forcément un cateau ou quoi que ce soit, mais on a fait ça dans les anciennes vies, donc là on est bloqué, on ne va pas y aller. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et on voit des libérations, vraiment en général dans les 3 à 6 mois,
il y a vraiment des libérations et ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Si ça ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a autre chose, que ce n'était pas prévu. Il y a aussi des vies où on a peut-être choisi de ne pas le faire et que c'est bien comme ça. C'est ça, voilà. Ah, il y en a, c'est bien comme ça. Après, il y a aussi des accords d'âme qu'on a fait avec soi-même. On s'est dit, non mais moi j'ai trop souffert là. Qu'est-ce qu'un accord d'âme? Ouais. Vas-y, explique. Parce que tout le monde connaît les pactes, les vœux, les contrats, Super. mais les accords d'âme, c'est beaucoup moins répandu. Quelques personnes commencent à en parler maintenant. Et donc les accords d'âme, c'est comme leur nom, tout est dans le nom. Hein. C'est des accords qui sont pris donc avant l'incarnation ou entre deux incarnations, entre les âmes, et ça nous verrouille dans des postures, des relations, des rôles, d'une façon vraiment très profonde. Et c'est super dur de s'en défaire, et il court de vie en vie. Donc un accord d'âme qui était juste pour notre évolution il y a peut-être 400 ans, et ben Si on dans l'a pas cette vie-là, enlevé, ça peut être quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Ça court encore. Donc c'est pour ça que depuis quelques mois, on a eu cette information-là et on a l'autorisation de les défaire, encore une fois, avec l'accord de tout le monde, tous les êtres toutes les âmes qui ont participé à la création de ces accords. Donc, on Et va ça, le c'est voir. extrêmement libératoire aussi. C'est quoi la différence entre un accord et un pacte? Ben, en général, les pactes, on peut les faire de notre vivant. D'accord, D'accord ? On peut les faire avec d'autres. Voilà. Les accords d'âme, on peut le faire avec soi-même. d'accord. Et moi, ce que je dirais, c'est que ces accords d'âme, c'est un autre niveau. C'est vraiment super C'est verrouillé. plus subtil. C'est beaucoup C'est comme plus dur. si, par exemple, avant de me réincarner, je dis bon, bah moi je veux me réincarner, mais admettons, moi je veux pas être dans les relations amoureuses, Ouais, admettons. c'est ça. Du coup, moi je veux pas de ça. Dans ces J'ai cas-là, trop souffert, donc j'en veux je veux faire autre chose. Donc en fait, c'est un accord avec moi-même, Bien et du sûr. coup, cet accord-là, il est valable dans cette vie, mais il n'est pas libéré pour les vies d'après. C'est ça. Exactement. Ouais, C'est ça le d'accord. Et problème. si c'est pas juste, C'est que ça Ouais, court de vie en vie. D'accord. Ça court de vie en vie. Et si ils n'ont pas été défaits, ben, Ouais, mais du Voilà. coup, ça s'accumule. Si je sais pas, on fait un accord, et je sais pas, Il y en a ouais, pas. voilà, il y en a. et non seulement on se libère, on fait ça, mais on libère aussi tous les âmes qui ont pris ces accords avec vous. Parce que eux, c'est pareil. Quand ils l'ont fait il y a 500 ans ou 5000 ans, Ouais. peut-être c'était juste, mais depuis, c'est encore un lien qui les relie à vous et qui les empêche aussi de se Et libérer. admettons, je fais un accord avec moi en disant, bah moi, dans cette incarnation, je veux pas de relation, je veux pas, voilà, l'amour, c'est pas pour moi. Mais vu qu'on est tous reliés, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était lié à moi et qui devait partager quelque chose avec moi, et du coup, je le bloque. Exactement. complètement. Très bon Ouais, voilà, exemple. c'est ça. Très bon exemple, c'est exactement Ok. ça. Donc voilà, je continue. Ah ouais. Bah, je ne sais plus, là, Non, mais je c'est vais coupé, rebondir, désolé. hein, c'est pas grave. Donc voilà, c'est important de nettoyer tous les accords d'âme qu'on a pu faire. De toute façon, va être enlevé que ce qui est juste. Oui, voilà. Hein, si Ouais, ouais, ouais. réellement vous devez avoir cette vie-là, Dans cette ça s'enlèvera incarnation-là, pas, ça- dans cette ça incarnation, restera. ça restera. Mais si ça vient d'anciennes incarnations où vous avez déjà compris plein de choses et qu'avec votre évolution vous pouvez passer à autre chose aujourd'hui et que vous pouvez peut-être rencontrer cette fois la bonne personne, eh bien ça pourrait se faire. Voilà. Et on fait aussi des accords d'âme avec d'autres, comme donc Jean-Frédéric disait tout à l'heure. On peut le faire avec des familles, on va se réincarner dans cette famille-là, et puis bah, on va pas savoir pourquoi, mais avec nos parents ou avec notre maman, ça va se passer super mal, mais tout le temps. Bon, bah, voilà, on a fait des accords pour se réincarner encore ensemble et vivre des choses ensemble. On peut aussi adoucir les choses en nettoyant les karmas, en nettoyant les accords d'âme, en faisant ce genre de choses. On n'atterrit pas dans les familles pour rien. En général, voilà. Souvent c'est qu'il y a du karma déjà. Donc, et le karma, on peut le retrouver, comme disait Jean-Fred, ça peut coincer, mais ça peut être aussi l'inverse. On peut être hyper attiré au départ par une personne. On est attiré comme un aimant, et puis assez Mais en fait, rapidement, c'est- ça tourne au ouais, vinaigre. c'est ça. Mais On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et puis on a pu Voilà. avoir du karma avec une personne, mais on a pu avoir aussi du dharma. Donc dans un premier temps, c'est le dharma peut-être qui va se réactiver, donc là tout va se passer magnifiquement. Et puis au bout de quelques mois ou plusieurs années, tout à coup, paf, du jour au lendemain, il y a autre chose qui se passe et la relation change totalement sans qu'il y ait vraiment des fois de cause logique dans la matière. Mais pour autant, c'est plus du tout l'entente que ça pouvait être avant. Voilà. Donc on va arriver tranquillement À la fin. sur la fin. Donc, oui, reprendre son pouvoir intérieur. Est-ce que ben, je peux mais en c'est ça parler la un fin. petit peu C'est ça la fin. Ah, d'accord. Tout ça, on va le résumer. On va le résumer. Vas-y, je t'en prie. Bon, déjà, tu en as parlé tout à l'heure, reprendre son pouvoir. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a encore besoin, de temps en temps, on a des gros blocages, des gros karmas, des grosses choses, on a encore besoin d'aller demander un petit peu de l'aide pour nettoyer pas mal de choses. Mais par contre, c'est important de reprendre son propre pouvoir. En fait, c'est à nous de nous libérer. On est notre meilleur guérisseur. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va nous libérer. Déjà, c'est nous-mêmes. Parce que même nous, hein, on peut, quoi qu'on fasse, si vous n'êtes pas avec nous, il n'y a rien qui se fait. On est d'accord, hein, c'est vous qui faites le travail. Hein. Nous, on vous propose, on envoie des énergies, mais nous, on ne fait rien d'autre. Hein. C'est à vous de faire les choses.
Et je pense que plus on va reprendre son pouvoir, plus on va se rendre compte que nous, on peut se libérer, qu'on peut libérer les autres, qu'on peut faire. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de ne plus donner son pouvoir à qui que ce soit. On a besoin d'aide encore, on se libère, parce qu'on a besoin toujours des uns et des autres. Hein. Mais il faut prendre vraiment, faut prendre conscience que nous, on est bien plus fort que ce qu'on croit. On a beaucoup plus de, comment on pourrait dire, De capacité. ouais, de capacité, de pouvoir entre guillemets. On a ce pouvoir de guérison à nous et voilà, d'être mieux, de se sentir mieux. Et voilà, et je pense que ça c'est le plus important, c'est de ne plus donner le pouvoir à l'autre. Par exemple pour le 1er mai, c'est un truc tout bête, hein, mais moi je me suis rendu compte en fait que le bonheur, en fait on court après le bonheur est juste en soi. Et en fait, à partir du moment où on va le chercher en soi, ben, on l'emmène partout avec nous. Et ça c'est un exemple en fait. Il n'y a pas de date. Mais non, mais pour moi le 1er mai c'était le 1er mai, la fête du bonheur, tout ça, le muguet et tout. Et là tout d'un coup je me dis, mais attends, il n'y a pas besoin de muguet en fait. C'est fou, ça enlève une frustration. Ah oui, mais C'est complètement. quelque chose en fait, on a à l'intérieur. Oui, parce qu'on a tout là. Voilà, c'est ça. On n'a plus besoin. Mais l'idée, c'est d'arriver à mettre le doigt dessus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien beau de dire on a tout ensemble, mais si on ne sait pas où, ça ne nous avance pas plus. Et donc en conclusion, ce que je vous dirais, ce que vous savez maintenant probablement, c'est que le karma, c'est soit un verrou, soit un tremplin. Et c'est en fonction de notre posture vis-à-vis de lui que, soit il va servir de guide, et on va le suivre, il va nous emmener à des compréhensions et de la libération incroyables, et une évolution aussi dans notre vie incroyable, soit on va le voir comme un ennemi ou une punition, et là il va nous verrouiller puisqu'on ne fera rien pour s'en libérer ou pour accompagner le mouvement. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres postures à avoir vis-à-vis de lui, c'est soit on apprend de lui, soit on le subit, et bon je crois qu'on a tous subi un peu de toute façon, donc ça vous savez déjà, parce que pas trop besoin de vous en dire plus. Et donc je vais encore insister là-dessus pour finir, c'est que l'époque dans laquelle on est très spécifique. Les énergies et la fenêtre de tir divine, j'ai envie de dire, c'est pas une très bonne expression, est très spécifique. On ne sait pas combien de temps ça va durer, peut-être que ce sera pour toujours maintenant. Peut-être dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, on pourra plus se libérer comme ça. Donc, moi j'invite toutes les personnes, sans vous faire peur à personne, hein, mais j'invite vraiment toutes les personnes qui le sentent, chez qui ça résonne, d'aller vers la libération karmique, que ce soit à travers nous ou à travers d'autres. L'essentiel, c'est que vous preniez votre responsabilité karmique et que vous faisiez partie du changement, de l'évolution globale de l'humanité qui nous emmène tous vers cette nouvelle terre. Et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, je suis très expression. Et vraiment, on a besoin de tout le monde, de tous ceux qui ont le degré de conscience suffisant pour participer à cette libération. Car on sait dans soi-même, on aide aussi le collectif. Et du coup, merci à vous d'avoir répondu présent à cet appel aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez des questions à me poser ou... Oui, bonjour, j'aurais voulu savoir, enfin, j'arrive pas à faire le distinguo entre l'interférence qu'il y a entre le karma et le chemin de vie. Est-ce qu'on ne viendrait pas, quand on vient s'incarner, on vient pour vivre une expérience, quoi. Donc, si on flingue le karma, hein, j'ai des mots moi aussi, est-ce qu'on ne se flingue pas aussi son cheminement, son chemin de vie? C'est une très bonne question. En fait, les deux sont extrêmement liés. Et en fait, si on ne s'occupe pas du karma, on ne pourra pas réaliser son chemin de vie, sa mission de vie. Parce que les obstacles, libérer les obstacles, ça fait partie du chemin de vie. Moi, comme j'ai dit, je suis très dicton, j'ai inventé un dicton pour les plans supérieurs, et ce dicton, c'est une pierre 15 000 coups. Et pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on est là pour s'incarner, mais pas juste pour mener une énième expérience d'incarnation, on en a fait 150 000 déjà. Mais c'est aussi pour, au passage, libérer ses karmas. Et c'est en suivant aussi, quelque part comme le petit poussé, ces épreuves karmiques, ce cheminement karmique, qu'on va réaliser notre mission de vie aussi. Donc c'est pas opposé, en fait, c'est complémentaire. Et si, à contrario, on ne libère pas le karma, même si on essaie d'évoluer, j'en crois souvent des gens comme ça, la plupart des gens qui viennent me voir, ils sont dans des problématiques comme ça, ils n'arrivent pas à évoluer malgré leurs efforts. Parce que peu importe les formations, les exercices, les enseignements qu'on peut avoir reçus, ou notre assiduité à les pratiquer, et bien si on ne s'occupe jamais du karma, notre évolution, elle sera bloquée net à un moment. On ne pourra pas aller plus loin qu'un certain niveau. Et moi je rajouterais, c'est prendre conscience de le plus important. C'est vous prenez conscience que du coup vous pouvez avancer. Et je dirais aussi que rien ne sert de souffrir. En fait, il y a quelques années,
C'est comme si on me montrait deux chemins. J'en avais un où je savais que j'allais aller au casse-pipe, mais que ça allait être super rapide. Donc je me suis dit, bon voilà, tu vas souffrir un bon coup, mais après ça va aller. Et de l'autre côté, c'était plus long, sauf que je n'allais pas souffrir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vite ou pas vite? Et là, je me suis dit, non, on ne va pas souffrir, et je vais prendre l'autre chemin. Et bien finalement, l'autre chemin, en moins de 3 semaines, tout était résolu, mais j'avais aucune blessure. Alors que quand on prend le chemin de la souffrance, ah oui, ça va vite, mais combien de temps vous allez garder vos blessures? Combien de temps vous allez garder vos traumatismes? Ça va être bien plus long à vous en libérer. Donc, je pense réellement qu'on ne demande plus de souffrir aujourd'hui. Le karma, il n'est pas... C'est pas une souffrance, c'est une prise de conscience. Une fois qu'on prend conscience, on libère. Et on peut continuer. Pour moi, c'est ma façon de voir.